Imaginez que vous êtes piégé dans l'espace, à bord d'un vaisseau perdu et, soudain, un massacre se déclenche avec des hurlements de désespoir. Je découvre un petit monstre déguisé en survivant qui anéantit tout le monde. Il ne sert à rien de courir, les balles ne touchent pas et son sang est acide, faisant fondre tout sur son passage. Sa mission est de dévorer des humains et d'évoluer, tandis que vous tentez de survivre dans ce jeu d'horreur spatiale, pendant qu'il se transforme en une créature sinistre et commence à devenir le maître de la situation. Ah, préparez-vous, parce qu'il a des ailes de cafard et même des compétences brutales à libérer. Vous pensez que c'est facile? Regardez la vidéo complète sur notre chaîne, où s'étale la scène dans les froides profondeurs de l'espace, où un vaisseau flotte et les cris d'un massacre résonnent dans le vide. Les gars qui étaient à bord de ce vaisseau implorent d'être sauvés par un miracle, espérant que quelque chose les délivre des horreurs, d'une monstruosité. L'équipe de sécurité se regroupe pour tenter d'accéder à la salle du capitaine, mais préfère ignorer le CDF et suivre le plan original, essayant de sauver leur peau autant que possible. En suivant les échos de cris sinistres, ils tombent sur une montagne de corps morts. Même l'équipe de sécurité n'a pas eu le courage de regarder les cadavres, car ils espéraient retrouver des survivants. Eh bien, mon ami, il était déjà trop tard. Je n'ai jamais vu un massacre aussi violent. Parmi les corps, ils découvrent un survivant agrippant sa main, mais en réalité, c'était un monstre déguisé. Il commence à détruire tout sur son passage, s'attaquant au visage du membre de la sécurité. Il l'écrase en quelques secondes et évite les balles tranquillement. Mon gars, je ne veux même pas avoir à me confronter à ça. La bête utilise son propre sang, qui est méga acide, pour faire fondre l'armure et la chair des malheureux, jusqu'à ce qu'il essaie d'injecter l'antidote le plus rapidement possible, mais tout finit par un échec. Les mecs regardent ce qu'il reste de leurs camarades tombés, tandis que la bête écrase leur reste. Un soupir et il tente une attaque suicidaire contre la créature, mais le monstre anticipe son mouvement et lui montre qu'il n'a aucune chance. Il arrache une partie de la tête du gars et brûle sa face sur place. Pas de héroïsme dans cette histoire. Ici non, juste des morts. Après avoir envoyé le type au tapis, le monstre retourne à son état bestial. N'importe qui aurait un meilleur début que ça, sérieusement. Un extraterrestre ramasse la main tombée d'un humain pour s'identifier et tenter d'ouvrir la porte. Mais, voyant que ça ne fonctionne pas, décide de faire péter la même bombe que précédemment pour exploser la porte. Il dévoile ses dents, si aiguisées qu'elles pourraient ouvrir l'abdomen en un éclair. Il regarde en bas et fait un petit coucou aux derniers humains. Les gars plongent dans le désespoir en voyant la mort arriver. Sans prévenir, et la bête dévore tout d'un coup. Et bien sûr, c'est la mission de notre extraterrestre badass. Manger des humains sans relâche pour continuer à évoluer dans les profondeurs de l'espace. Au cœur de cet univers en pleine expansion, à bord d'un vaisseau spatial, un gars se transforme en créature extraterrestre dans un jeu de survie de science-fiction complètement dingue. Le jeu qu'ils appellent Survie spatiale te propose plusieurs options d'ET à découvrir, un RPG qui met l'accent sur ton évolution en tant que membre des nombreuses races de l'espace. C'est une idée super originale pour un jeu, tu vois. Parfois, il se transforme en Grimmy métallique qui détruit des vaisseaux et, d'autres fois, il devient un monstre mutant qui massacre des humains au corps à corps. Il a même souvent été un leader de collectivité mentale pour conquérir d'autres planètes. Franchement, il a essayé toutes les races, a utilisé toutes les créatures sinistres, mais une en particulier a conquis son cœur. Le métamorphe spatial agressif non identifié, surnommé UAXM, pour simplifier les choses. Il appelle cette créature métamorphe, inspirée du monstre effrayant du film Alien, une race qui devient de plus en plus forte en utilisant les informations génétiques de ses cibles. Waouh, cette chose est la définition du démon du sommeil. Au début, ça a l'air super cheaté, mais en raison de la difficulté ultra hardcore des premiers niveaux et du fait qu'il est extrêmement difficile de travailler en équipe, ils sont considérés comme la pire race du jeu. C'est pourquoi Rose est devenue fan si vite. C'est simple, car elle évolue de manière totalement libre, selon les actions du joueur. C'est ce concept qui l'a fait adhérer. Risque élevé, récompense élevée. Le joueur commence avec son nouveau statut d'alien hacké et prend une forme un peu œuf. Il se sent coupable de son addiction à Alien X et pense que ça ne vaut pas la peine de regretter cette décision. Soudain, son corps commence à le démanger follement alors qu'il change de peau pour la première fois et il regrette à nouveau sa décision. Mon Dieu, ça ressemble à un scorpion de Da. Que va-t-il faire? Cette petite créature, ressemblant à un scorpion, a pour premier objectif de chercher de la nourriture, car il veut devenir fort. Il regarde autour de lui dans le vaisseau et réalise qu'il doit être de la méga corporation ou de l'Union Starship. Cela signifie aussi qu'il sera liquidé sur le champ s'il le trouve ici. Quelle méchanceté. Alors, l'ET commence le jeu comme un débutant de niveau 1, utilisant un genre de prétexte pour gagner de l'expérience.
Un bébé ET explore chaque compartiment pour essayer de trouver de la nourriture. Après avoir trouvé une machine à nourriture et contourné la sécurité sans problème, car le mot de passe était 1, 2, 3, 4. Ha ha ha! Comment un mot de passe pareil a-t-il été approuvé, hein? Mon Dieu, t'es fou. Il trouve une collation pour obtenir des nutriments, mais ça a l'air de caoutchouc. Puis, un petit trouve une grosse blatte par accident et lui plante tout de suite son dard, tout content d'avoir trouvé quelque chose de plus appétissant, à manger et en pleine fringale. Après avoir mangé la blatte, laisse un commentaire ci-dessous sur ta base et l'état dans lequel tu me regardes, ainsi je pourrai savoir jusqu'où mes vidéos parviennent. Et là, il a gagné des ailes. En ayant envoyé la blatte à l'intérieur, il se rend compte qu'il a de la chance d'avoir obtenu des fragments d'hygiène aussi rapidement. Ces fragments de genèse sont cruciaux pour le développement d'un métamorphe et avec plus de données acquises, il pourrait se transformer en un organisme sinistre. Le gamin alors est très content de ce qu'il a gagné et décide d'équiper la caractéristique. Tout à coup, son corps s'adapte et crée une paire d'ailes qu'il contrôle en bougeant les muscles de son trapèze. Maintenant, il peut voler et l'œuf hacker enchaîne avec quelques collations supplémentaires, réalisant qu'il a besoin de beaucoup d'énergie. Il trouve d'autres blattes et pense qu'une autre compétence sera cruciale pour les utiliser efficacement. Il a déjà des ailes, donc il lui faut une nouvelle cible, détruire les blattes. Il a déjà fait 20 assassinats de blattes et rien. Le gamin commence à penser qu'il mange des crêpes d'oiseaux et obtient la compétence d'exosquelette pour booster sa défense. Waouh! Ses premiers meurtres étaient uniquement des blattes, en réalité, et il voulait une compétence de vitalité incroyable pour réduire la consommation d'énergie et ralentir le vieillissement. C'est une sorte de capacité passive pour les insectes et les plantes, les rendant moins obsédés par la recherche de nourriture pour survivre. Donc, il devait attraper des dizaines de blattes. Il active alors son mode Body Hunter 48 et devient Superman, utilisant son vol pour chercher plus de blattes, un peu révolté par cette chasse facile. Alors, il attrape une autre blatte et se précipite sur d'autres, un peu fou, ressemblant à un yo-yo ou quelque chose comme ça. Sauf que le mec se laisse distraire et se prend un revers contre le mur, genre 30 à 1 pour les blattes, à cause du hack qui utilise le dard pour atteindre la blatte et la dévorer sur le champ. Là, son vœu est exaucé et il gagne un trait de vitalité brute. Le petit extraterrestre se demande vers où aller et décide de faire un tour dans la salle de refroidissement à côté du réacteur, étant donné que c'est une installation méga importante et presque personne ne s'y rend. Son plan B est de faire exploser le réacteur et la salle de refroidissement pour s'en aller. Le gamin est une menace partout où il passe. Il entre dans les conduits de ventilation et se rend compte que le courant est super fort et la seule sortie pour le ventilateur est de voler à l'intérieur, comme un ninja. Ensuite, avec ses compétences, il calcule les bons points et se lance dans une mission tout ou rien. Personne ne peut supporter ces galères. Le fou du hack traverse le ventilateur sans aucun dommage, le sourire aux lèvres. Il réussit alors à espionner la conversation de quelques chercheurs discutant des expériences foireuses avec des extraterrestres et que l'équipe allait bientôt partir. Le T est alors stupéfait lorsqu'il découvre un labo de recherche lourdement équipé. Il réalise que c'est une méga corporation, une faction humaine qui domine tout le système solaire. En gros, ce sont les gens de la Terre, à la place du gouvernement et des corporations sinistres, gouvernant les nations. Eh bien, Elon, tu es allé loin avec ça. Et ouais, Elon, mec, tu es allé loin, hein? Genre, mec, tout ce monde est vraiment super matérialiste. Sans compter que presque toutes les méga corporations sont maléfiques et que les sociétés transforment les bonnes personnes en esclaves. Ça ressemble presque à la vie réelle, n'est-ce pas? Ça ne te rappelle pas ton patron? Et puis, l'aliénant vient dans la pièce et se cache pour voir plus de détails. Il pense que ce vaisseau peut améliorer sa vie, comme si leur spécialité était des soldats mutants. Alors, ils pourraient dévorer, et eux, pour avoir un corps fort, se soumettraient à des expériences psychiques. Il suffirait de maîtriser le talent, il deviendrait le plus puissant de l'histoire, et je parie qu'il dépasserait notre incroyable Saitama. Et s'il devenait un génie, ça donnerait quoi, hein? Il pense que développer des super-pouvoirs psychiques dès le début serait le plus grand rêve. À ce moment-là, la créature entend un être extraterrestre implorant de l'aide. Il s'arrête sur sa localisation, une créature de type amibe avec un schéma sinistre de stockage d'oxygène qu'il ne veut pas avaler à cause de la compétence inutile. Alors, il utilise quelques hypersensibilités pour analyser tout ça, parvient à libérer l'ET des chocs électriques juste avec un petit bouton et la créature lui remercie en s'enfuyant désespérément. Elle s'est éloignée parce que la capitaine des opérations est passée dans la pièce avec l'intention de faire des expériences très cruelles, même sans beaucoup de recherche.
Elle humilie les gens qui travaillent pour elle, qui semblent juste être des pleurnichards. Elle lui passe la balle, il doit récupérer des choses de la cobaye, et elle dit même qu'il pourrait obtenir un poste supérieur s'il réussit. Mais mec, cette femme est une psychopathe, genre 1 million de drapeaux rouges. Le chercheur vétéran lui dit qu'il devrait utiliser du solonium pour cette tâche, une merde spatiale encore non testée, avec plein de gens qui attendent leur tour pour devenir des cobayes. Les gars perdent la raison à cause du solonium. Elle lui donne alors le feu vert pour injecter le remède, même quand le gars prévient que ce n'est pas sûr. Notre effrayant Crowley observe dans l'ombre pendant que ça se passe. Le chercheur plus âgé voulait commencer avec une quantité plus petite, mais la psychopathe capitaine s'ordonne de mettre toute la dose et le fait avec malice, faisant en sorte que l'amibe ressente la plus grande douleur du monde pendant que le médecin rit. Cette fille est plus monstrueuse que les aliens. Crowley est terrifié, pensant à attaquer juste après que les gars aient dosé le truc et soient partis. Il prévoit déjà de commencer plus d'expérience sur lui dès que ça sera fini. L'intention de la capitaine s'active quand Kazé attrape le thé caché dans le laboratoire. L'extraterrestre est bouleversé par ça et jure que cette femme ne s'en sortira pas dans les prochains jours. Pas de souci, je m'occupe de ça moi-même. T'es fou? Celle-là va s'en sortir, hein? Juste au début du centre de la station spatiale, le PT commence à vomir son acide partout et termine le processus de préparation de son nid. Maintenant, il peut obtenir plus facilement des informations sur cette guerre et sait où se trouvent les ennemis et ce qu'ils complotent. Il a passé 4 jours à être amorphe et à terminer son nid. Après sa conclusion, un cycle de naissance d'un amorphe se termine au moment où il s'est nourri des insectes et a espionné les grands-parents. Il a remarqué les routines et a découvert le nom de la capitaine Kinder. Raj est un génie. Elle est la leader de l'équipe de recherche du navire et, en même temps, la personne la plus importante du groupe, une menace pour la survie de l'extraterrestre. 2 jours plus tôt, un des sujets s'est échappé en riant en plein milieu d'une bagarre. Elle a créé un tracker en 2 heures, mettant à terre avec succès un sujet qui a un QI de 2000. Mieux vaut ne pas faire le malin avec elle. Alors écoute bien, si cette créature a utilisé la ventilation pour s'échapper, cela signifie qu'elle était également en danger. En d'autres termes, Raj pourrait avoir besoin de devenir du jambon le plus rapidement possible. Il commence à se demander si elle n'avait pas des pouvoirs psychiques, comme ses propriétaires du groupe qui contrôlent la télépathie et les esprits des autres. Un super pouvoir, hein? Tranquille, maintenant nous avons des super pouvoirs dans ce monde. Qui sait, les humains sont déjà nés avec un bon potentiel psychique. Rare. La créature n'avait aucune idée si elle faisait partie de ce milieu ou non, mais elle pense qu'il était impossible de l'éliminer avec ses soldats de garde en permanence. Alors, elle active sa dernière compétence, le poison paralysant, et réalise que cette compétence est idéale, car une goutte peut stopper un adulte sans problème. Mais le principal souci se situe dans la situation X, quelque chose d'impossible. Après tout, elle a une garde. Zut! Qui pourrait remplir l'extraterrestre de balles? L'extraterrestre mange des lances, alors décide de retourner au laboratoire. Il trouve l'amibe et lui jette une friandise pour donner un coup de pouce à son partenaire extraterrestre, et se souvient que les amibes n'avaient pas de pouvoir dans le jeu. Il commence à penser qu'il est le seul. Puis, qui lui vient à l'esprit? L'histoire du chat Kizaraj. Et il se dit que, s'il tuait la bête d'une manière ou d'une autre, cela pourrait rendre ses points faibles plus visibles, et qu'il serait aussi plus facile de s'occuper du chat puisqu'il était seul dans la chambre. Le jeune extraterrestre prend alors une décision, dévorer la petite bête pour l'utiliser comme appât. Mon Dieu, non, le petit chat va faire la tête, hein? Alors il commence à observer le félin qui s'amuse et fait un bilan. Seul à râler sur le chat et sur la nourriture super premium, ce chat mange tous les jours. Il sait que s'occuper immédiatement de ce chat ne serait pas une tâche très difficile. Mais le hic, c'est qu'il ne peut pas frapper à cause de la ventilation protégée par des capteurs laser. Quelle cruauté! Il ne peut pas faire un coup astucieux. Le chat remarque alors le bruit venant de la ventilation et court pour griffer. Son cri attire déjà l'attention du garde, qui est déçu et indigné de voir le chat faire pipi encore une fois. Ils ne savent pas que l'amour réalise qu'il a été idiot d'utiliser la queue comme appât, mais active rapidement le plan du monstre en utilisant la réaction des soldats comme signal. L'extraterrestre avait enfin découvert la situation. Alors, tout se déploie quand il attire l'attention du chat fou en utilisant un cafard blessé comme appât. Le gros chat glouton se jette dans l'ouverture et s'aventure à l'intérieur. Les gardes entendent le bruit, mais comme toujours, c'est la même vieille histoire. Ils décident de ne pas faire attention au chaos et le petit chat continue d'engloutir les cafards. Une mini-trappe extraterrestre arrive dans la zone de chargement et croise le tant redouté Crowley. À ce moment-là, le démon alien arrive en volant et transperce le bestiau avec son venin. Malgré les cris, le petit chat ne bouge pas et défie la morsure de l'ET. Pour finir, un petit chiot fume, se régale d'une viande méga délicieuse. Je doute que ça soit plein de poils de chat, mais pour celui qui mange des cafards, ça va. Je pense qu'il avait raison quand il a dit qu'il était accro aux races différentes. De l'autre côté, Kizaragi arrive dans la loge toute maladroite, énervé par la disparition
l'explosion du petit chat. Elle explose et perd son calme après que le chat ait disparu pendant 2 heures. Le capitaine du navire lui dit de se détendre, que l'animal doit juste s'être éloigné, mais Kizaar ne veut rien entendre et finit par agacer le capitaine, qui commence à perdre patience. Sans le statut de Kisaragi, il aurait immédiatement ordonné son élimination. Elle voulait la sécurité de tous ceux qui n'avaient pas fait correctement leur travail. Elle dit à ce capitaine chauve que cette querelle est le résultat de la paresse de l'équipe. Kizaar décide alors de se calmer et donne un ultimatum de 2 heures, avertissant que si lui ne trouve pas le chat, ça va chauffer. La feuille déjà, notre Protigna, avec une vue privilégiée, gagne en plus une nouvelle compétence d'instinct sauvage. Un système de fusion de compétences lui permet de combiner plusieurs autres pour créer une super puissante. Le joueur a maîtrisé toutes les formes de fusion dans le jeu par son expérience, et c'est pourquoi, en raison du rejet du chat, il est resté sans voix en voyant un papa d'une caractéristique qu'il n'avait même jamais vue auparavant. Des fusions de compétences, il a alors gagné l'instinct prédateur, boostant ses sens. Ses capacités sont devenues bien plus OP qu'auparavant. Il pense donc que c'est passif et réactif lorsqu'une menace s'approche. Le hacker alien ninja pense que Raj est en train de devenir folle à ce moment-là, et il a totalement raison, car le capitaine a déjà perdu la tête. Il ne manque plus que la matérialisation. Après un moment d'analyse, le gars réussit à jouer avec le psychologique de la femme, détruisant ce qu'elle aimait le plus. Ainsi, il a atteint son deuxième objectif en ouvrant une brèche entre le médecin et les soldats, puisque les gardes n'étaient pas fans des petits chats. Si ce n'était pas pour la position de Kisaragi, moi, génie dans la haute classe de la capitale avec des soldats, je n'aurais pas supporté tout ça. Le chat a été le buffet parfait pour créer ce schisme entre eux, détruisant la confiance qu'ils avaient les uns envers les autres. Maintenant, il est fou de faim et veut engloutir les fragments génétiques de Kisaragi qui était en train de torturer l'amibe et les autres aliens, avec un sourire de psychopathe sur le visage. Même les ET retenus implorèrent de l'aide, et la morphe n'avait d'autre choix que de regarder, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Après 2 heures, la Kisaragi révoltée arrive occupant l'apparence d'un zombie de l'apocalypse et fait pression sur le capitaine Samuel, qui commence déjà à voir sa vie défiler devant ses yeux. Alors que la médecin psychopathe est impatiente de mettre le gaz à l'ombre, la situation ne fait qu'empirer au fur et à mesure que la querelle entre eux sème le chaos. Kisaragi dégage alors son soulagement dans les toilettes et sort vivement, claquant la porte. Le garde ne sait pas s'il doit poursuivre pendant leur service. C'est à ce moment-là que notre clown terrifiant s'introduit discrètement par la ventilation pour saisir sa chance. Il se tient là, sans qu'elle ne puisse se défendre alors, qu'il attend le moment opportun. Pendant qu'elle se lave le visage, l'alien avec son dard paralysant commence à s'approcher de sa victime. Mais Jarraj entend le bruit du gars et regarde immédiatement autour d'elle. L'alien attaque violemment pour l'attraper, mais elle parvient à esquiver. Je ne pensais pas qu'il serait capable d'attaquer à nouveau avec tant de rapidité, et cette fois-ci, il touche la fille en lui injectant du venin. Ainsi, elle commence à ressentir les effets et finit par tomber au sol. Ce qu'elle voit dans le dernier instant, c'est la bouche de cette créature savourant sa chair. Le monstre commence à réfléchir à ce qu'elle ressentait, si elle était en colère ou effrayée. La docteure Kisaragi, le génie, arrive à la fin de sa vie. Ah, mais je ne l'aimais pas non plus, et je parie que vous non plus. Mais ce gars est le protagoniste le plus bizarre que j'ai jamais vu. Avec le sang de la fille qui a pénétré son organisme, l'amorphe a vu ses capacités évoluer à un nouveau niveau. Les conditions d'évolution se sont mises en place, et il a fait un signe animé. Tout à coup, son instinct de prédateur lui a donné une décharge, montrant son avenir. Grâce à la vision du futur qu'il a reçue, il a compris que le garde était dans les parages et a pris de l'avance, utilisant chaque seconde pour fuir et mettre hors d'état de nuire la sécurité. Pendant qu'un des gars entrait dans la pièce, il a vu la tête du médecin rouler, sans rien comprendre. Il allait subir le même sort quand le monstre à l'origine de tout cela s'agrippe à lui, causant la deuxième perte dans le combat. Un petit bout amoureux a demandé combien de temps la sécurité mettrait pour arriver, et a décidé de prendre un raccourci vers son repère. Une fois arrivé dans son habitat, il active enfin le processus d'évolution. Son corps commence à se transformer en bête mortelle, un prédateur du jeu, censé être invincible, et ses fluides construisent en quelque chose de sinistre, entrant dans un cocon et perdant totalement le contrôle de son corps en attendant d'achever le processus. Il passait déjà au stade 2, tout puissant. Pour clore le tout, la bête émerge du cocon, tel un héros noir de la mort. Une créature qui, par sa simple existence, était une menace pour tout, et la naissance de l'alien amorphe, marquée par la mort confirmée de Kisaragi. Samuel est le capitaine du navire qui commence à expliquer la cause de la mort. L'équipage se réjouit alors de la nécessité d'une autopsie, précise pour confirmer tous les faits, et le capitaine commence à s'énerver à ce sujet. Le chef de la sécurité commence à dire qu'il n'y a eu aucune vidéo et que la garde il a été convoqué pour un témoignage. Le capitaine se souvient du fou qui traînait là, lui infligeant des chocs électriques.
Qui se permet de jouer avec le chef de la recherche? Il aurait dû disparaître rapidement. Samuel commence alors à conseiller à tous de rester sur leur garde pour éviter d'avoir le même sort qu'elle. Mon Dieu, le chaos a commencé à éclater au sein du groupe, se disputant jusqu'à ce qu'ils soient séparés par le supérieur. Le capitaine informe alors que tout le monde est proche de la planète C08, un territoire canin. Après tout, les chiens de l'espace étaient les fous errants dans le cosmos. Pour faire partie de la Megacorp, ils étaient des vétérans en combat, une menace mortelle pour toute équipe de recherche. Samuel se demande alors s'ils devraient signaler l'attaque en reportant la mort de la chef sur eux. La direction interrompit en disant qu'ils se comportaient comme des victimes et qu'ils pouvaient en parler à tout le monde. S'il fallait régler cette affaire, il suffisait de le dire. L'homme commence alors à devenir assez nerveux et paie le type environ 100 millions de crédits pour le travail. La réunion décide finalement d'envoyer les tribunaux et les affaires aux chiens de l'espace. Revenir à la normale était effrayant. Crowley renaîtra en tant qu'alien létal, abomination XFS, mise à jour au stade de larve. Il repense à sa stratégie de planification, de chasse et de survie, se demandant quel devrait être son nouvel objectif. En analysant bien l'évolution de la morphe, il identifie 6 étapes cruciales allant du hatchlight à la larve, puis à la pupe, ensuite pré-adulte, adulte et enfin l'ascension divine. Ce stade pourrait être le début. La survie pourrait être comme un jeu, ne se terminant qu'après l'ascension. Les secrets de son origine sont révélés dans le jeu. Il a été celui qui a atteint la fin de l'aventure, réalisant qu'il pouvait désormais débloquer ses compétences. C'est un schéma sinistre de conditions et une toile d'évolution. Tout ce qui se trouvait là était à manger et il ne laissait rien passer inaperçu. Ainsi, il a laissé le corps de Kisaragi, Eugene, à moitié dévoré. Maintenant, il veut la dévorer entièrement pour acquérir des pouvoirs psychiques. Il a donc décidé de chercher la tête dans la ventilation, mais les conduits se sont révélés être une galère en raison de son corps dodu. Cependant, suivant l'odeur de la nourriture, il a localisé un dépôt rempli de corps, tout prêt à devenir le festin. Un pote a déjà dit « ça va devenir une grande fête ». Un des gars écoute de la musique tranquillement, puis réalise soudain qu'une forte odeur atteignait l'endroit. Super confus en voyant un acide corrosif sur le sol, il ne savait pas que la mort arrivait dans quelques secondes. La bête lui plonge alors son dard dans la tête, le tuant de manière sanglante. Eh bien, ce jeu ressemble à Among Us, non? Juste un peu plus intense. Ensuite, notre amorphe, avec les morceaux de la défunte Kisaragi, en raison de son statut, finalement, un désastre était en route pour lui. C'était facile de tuer sans culpabilité. Puis, il commence à se demander si le problème ne vient pas du génie de l'amorphe. Sans penser à l'avenir, il se gave de nourriture. La larve pense qu'elle doit continuer la chasse pour préserver sa propre existence, et c'est comme ça qu'il vivait en s'adaptant à tout. Il pense que la nature est là pour aider à nourrir après la mort des autres. C'est comme si un fou justifiait un crime, sans compter qu'il trouve ça vraiment flippant d'avoir mangé son cœur, voulant comprendre le système. Il envoie un message confirmant la situation des pouvoirs pour que ça zarague, mec. C'est comme un organe psychique, sauf que pour un lamentin, cette fonctionnalité n'a pas d'importance. Après tout, ils utilisent des pouvoirs psychiques sans aucune aide. Le gars installe cette compétence tranquille et crée un nouveau membre dans sa tête pour booster ses capacités. Avec la médecin déjà dans le sac, il décide de passer à l'acte, se rappelant aussi à quel point ils sont savoureux à cause des muscles. L'amorphe sursaute quand il réalise que la garde doit changer de poste à la rune, dans la nuit, exactement comme la doctoresse, ce qui signifie que le remplaçant va tomber sur les horreurs de la chambre. Et quand cela arrivera, ils seront sûrs qu'il y a un monstre spatial dans le coin. Sachant qu'il était impossible de jouer à Rambo dans le vaisseau, il décide alors de reculer et d'utiliser les produits chimiques du laboratoire. La Megacorp n'a pas de capitale. La planète est le siège, considéré comme la Terre, et comptait 5 corporations avec les maîtres du monde. La maison Eugene a des origines en Asie, et leur groupe a des soleils artificiels pour l'écosystème entier, et plusieurs technologies hyper avancées. Le gars qui est de garde dans les zones de la corporation voit certains employés vouloir un statut de Quizrage. Ils envoient alors un message disant que son transmetteur a été détruit et qu'ils l'ont trouvé dans la zone des chiens de l'espace. Sans hésiter, Pleasant Man écrase la tête de l'informateur et commence à déchiqueter son corps avec son propre outil pour nettoyer le tout. « Je n'y crois pas, mec !» On dit au groupe que la construction de Kisaragi a reçu plus de 10 milliards d'investissements pour atteindre le sommet de l'évolution génétique. Il n'accepterait jamais que des crétins la détruisent aussi facilement et il sait qu'ici, personne ne toucherait à elle, surtout pas le capitaine, qui ne se mêlerait jamais de leur famille, tranquille, annihilant tout le monde. Mais il pense que c'est une affaire d'autres compagnies à cause des guerres anciennes et se demande si la famille avait connaissance de l'observation du Chamberlain avec un poste également. Il commence alors une attaque en propre, sachant qu'il va y avoir une vraie boucherie. Il oblige tous ceux du vaisseau à se présenter devant lui, parce que ceux qui ont nui à ses affaires
allait l'avoir en retour. Mon Dieu, ce type est plus terrifiant que presque tous les aliens. Samuel et son équipe assistent à un massacre horrible et la sécurité prévient de la fumée. Personne n'avait la moindre idée de comment allumer un feu, et il n'y avait que des corses là. L'intuition impose de faire un bilan des morts, et il est horrifié de réaliser que c'est impossible. Alors il demande une réunion. Lors de cette réunion, il parle de la disparition des corps, y compris celui de Kisaragi, et de la sécurité. Évidemment, cela suscite des inquiétudes. Le médecin est convaincu que l'incendie était peu probable. La seule explication serait un feu criminel. Un gars commence. Alors a avancé l'hypothèse d'une forme de vie extraterrestre à bord du vaisseau, mais on lui dit de se taire et on essaie de ne pas se concentrer sur la cause, mais plutôt sur la question de savoir où se trouve le corps de Kisaragi. Samuel n'en veut même pas et veut récupérer la carcasse. Sa tête chauve savait ce qui arriverait s'il ne coopérait pas. Le leader des risques a prévenu que les contacts allaient te rendre le corps, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de la chair morte rapidement. Depuis son petit coin secret, la larve morphique observe, car son plan se déroulait comme prévu. La confusion et l'identité dissimulée étaient exactement ce qu'il voulait. Le plan de l'alien consistait à mélanger la chimie de son sang avec d'autres composés pour que les ennemis ne pensent pas qu'un extraterrestre soit responsable. Après tout, quel extraterrestre brûle les choses? À bien y réfléchir, il jugeait le leader des risques plus importants pour tout résoudre que le capitaine, et il se demandait même s'il n'avait pas de lien avec les pirates, une race sinistre. La larve avait très envie du ADN des gars, même de celui qui avait essayé de cacher son existence. Voilà pourquoi ces gars étaient tellement terrifiés à l'idée d'entrer dans la soute du vaisseau. Soudain, un alien décide d'aller voir ce qui se passe. Remarquant un comportement étrange, il vit un conteneur ouvert, ce qui n'était pas habituel, car toute l'équipe s'arrêtait près de ce conteneur. Il semblait être un système plus renforcé que les autres, à tel point que même le pouvoir de saut n'atteignait pas cet endroit. Un gars cachait quelque chose là-bas ou préparait à manger un petit quelque chose. Le premier plan était d'éliminer le leader médical, mais il a décidé de changer d'avis après avoir découvert que le gars au vin était un type toujours terrifié par les histoires qu'il avait achetées sur le marché noir et par le chef de la secte qui avait promis des merveilles au peuple. Il a pris quelques œufs et quand l'un d'eux s'est ouvert, ça a tout empiré. La conséquence étant que ce type vit alcoolisé pour noyer toutes ses peines, c'est le vrai lâche. En tout cas, l'ivrogne se sent assommé par cette présence étrange et au moment où il se retourne, il fait face à la peur de la mort. L'alien en personne. À cet instant, il se urine dessus et s'enfuit ailleurs. Mais avant cela, il décide d'avertir la sécurité du vaisseau via le communicateur. Lorsque le monstre arrive, la terreur s'installe. C'est alors que la bête se jette à l'intérieur et ouvre la bouche juste pour manger ce Zeruela. Peut-être que cela a été la mort la plus facile à cause de ses habitudes. En fin de compte, l'homme a perdu son temps. Il a essentiellement gâché le plan, permettant ainsi à l'extraterrestre d'agir. En voyant qu'il venait d'aider le capitaine à se débarrasser des recrutements inutiles, il mentionne casualement que sa chambre est super sale et devrait mourir. Même l'extraterrestre pense que ce gars est sale. Mon pote, l'alien a réussi à récupérer la carte et à collecter le maximum de trucs, puis il envoie un drôle de bain. Il utilise ensuite l'identité dans le récipient qui contenait des capsules congelées, un véritable contrebandier. Le twist de l'histoire, c'est qu'il y a des œufs amorphes là-dedans, l'un d'eux est vide, ce qui signifie qu'il est sorti de cet œuf. Essentiellement, l'équipage était celui qui faisait le trafic de monstres. L'extraterrestre a perdu la tête quand un simple employé est devenu la kryptonite du jeu. Au début, il était dans une ruine. Il a déduit qu'en sortant de l'œuf, il devait avoir sombré dans la misère. Et là, à ce moment-là, Claudia apparaît. Maintenant dans son nouveau corps, elle a presque l'obligation d'honorer les défunts. Quel extraterrestre sympathique, hein? Non, et il retourne son horreur s'attaquant à ses propres œufs, comme ça s'est passé dans son groupe. Ce gars est vraiment mauvais. Il y avait donc beaucoup d'extraterrestres, un endroit parfait pour commencer un massacre pour sa propre évolution. La larve est alors devenue furieuse quand elle a envoyé la psychopathe à l'intérieur. Elle n'a pas réussi à obtenir de pouvoir, seulement des organes, et sait que les chiens de l'espace arrivent. Donc, il faut devenir plus fort pour rivaliser. La morphe ne voulait qu'éliminer tout l'équipage et jeter les corps dans le vide spatial. Oh frère, c'est la mort. Scott et Fisher débattèrent de savoir s'ils devaient ou non affronter les gremlins métalliques. Après tout, leurs odeurs dérangeaient beaucoup l'endroit. Chaque semaine, un membre de l'équipe disparaissait parce que nos supérieurs baissaient les bras au lieu de faire le travail correctement. Enfin, continuant le travail du vaisseau, Scott reçoit un appel et devient fou car il n'y avait personne là-bas. De plus en plus, il entendait une voix lui disant d'aller au garage et sans réfléchir, il s'y rend, marchant dans l'obscurité, guidé par l'odeur. Il trébuche sur une vis, commence alors à entendre parler de la mort des disparus et pense aux gremlins. Il fait le lien et devinez qui arrive pour le mordre?
Honnêtement, l'amorphe était vraiment effrayant, surtout parce que c'était Cameron. Mais Scott se sentait mort à force de crier « Ah, l'aide !» Dans l'espace, Finger arrivait avec le goro de Scott et se demande pourquoi il ne le trouvait pas. Il entend alors Scott demander de l'aide dans une cave et voilà Finger emboîtant le pas du précédent, si lent. Il fait semblant, puis interrompt ce qu'il fait et découvre la lampe torche au sol et le sang descendant le long du cou, tandis qu'il voit le reste de son compagnon être dévoré par une abomination sinistre. Il n'a même pas le temps de crier. L'amorphe attaque déjà, avec sa bave dans sa bouche, 2 inconnus d'un coup dans un flash épique. La larve était ravie de ses meurtres en série. Son pouvoir de copier les voix s'était révélé très utile parmi les créatures. Un ver, une larve rouge, un monstre capable d'imiter la voix, capable de tromper même dans la difficulté maximum, ressemblait apparemment à un ver de maison. Il avait vraiment eu de la chance de mordre cette créature, sauf que sa capacité était très différente et n'avait pas autant de puissance comparée à la véritable. Mais il avait quand même réussi à imiter la voix de la dernière personne qui l'avait mordu, et malgré tout, c'était méga utile. Il commence donc à se détendre et à penser que tout ira bien. Tranquillement, il veut avoir un œil sur Cameron, ensuite, pour l'avaler. Désolé Cameron, en 3e ça fonctionne l'amour. Puis il se met à être étourdi, voulait savoir comment allait la gommeteuse qui était le numéro 26, plus vite. Alors, il décide de faire une petite visite avant de retourner chez lui et reste choqué en voyant le pouvoir Psychique. Il commence à jouer à discuter avec l'être numéro 26, qui avait juste envie de manger. La larve est alors super effrayée par ces nouvelles paroles et présente ses excuses pour ne rien avoir aujourd'hui. Le niveau de sécurité de la corporation a explosé après la bagarre de Kizarage. Le laboratoire est devenu un endroit largement surveillé à cause de la sortie de l'air. Il pensait à atteindre bientôt la phase de pupe où il pourrait faire plus de choses pour évoluer. La larve de l'I devait alors engloutir 10 membres de race intelligente. Quelle cruauté! Les humains n'étaient même pas à ce niveau et rendèrent son évolution impossible. Avec du bon sens, il comprit que ce n'était qu'une conversation parallèle entre univers, humains et singes. La larve écoutait les gars de la zone à risque. Le chef disait que la mort de Kizarage était entre ses mains. Surpris de découvrir que même la conversation de Samuel était enregistrée, le visage de renard, ce type avait monté le plan depuis le début, mais son implication serait-elle bonne ou mauvaise? Samuel demanda alors à propos des disparitions, puisque quelqu'un cherchait le coupable, et la larve écoutait tout dans son coin. Les gars disaient qu'il n'y avait rien. Aucun être ne disparaissait sans laisser de traces. Quelqu'un manigançait dans l'ombre et cela pouvait très bien être un autre monstre qui rôdait et attaquait en embuscade. Il continuait à spéculer sur ce qui pourrait être la cause des attaques. Les capsules donnèrent des indices sur le responsable. Même le capitaine avait pensé à cette histoire d'extraterrestre, mais il était impossible de se cacher aussi longtemps. Le chef conclut alors que peut-être le responsable utilisait les tuyaux du vaisseau. La région était encore analysée, où la créature pouvait circuler plus tranquillement. À ce moment-là, la larve explosait de colère face à cette enquête. Zut, mission annulée. Elle proposa que pour en finir rapidement, s'il s'intéressait à la disparition de l'alien qui avait tué la Kizar, cela réglerait les problèmes en suspens de la situation. Arnold a eu l'idée de capturer la bête tout de suite, redéploie l'équipe en 6 pelotons, chacun derrière un petit canard. Quelle cruauté. Le ET était en colère et n'avait qu'un choix, courir. Du genre, il n'y avait pas d'autre place pour se cacher. Les salles étaient équipées de caméras, et la ventilation est devenue un piège. Sans option, il a commencé à envisager de se battre ou de fuir, se remémorant les paroles du malin là-haut. Il pensait à la vengeance. Être capturé était une véritable insulte. Son tueur sanguinaire n'envisageait pas de reculer. Il voulait humilier encore plus l'équipe des soldats, teintant le vaisseau de plus en plus de rouge. Il voulait anéantir toute la troupe à lui seul. Un extraterrestre irrité a commencé à affiner au maximum ses sens, hypersensible, analysant chaque mouvement des ennemis à chaque seconde, dans chaque recoin. Il a mis le vaisseau à plein régime avec ses sens et a commencé à se voir comme un parasite, comme s'il était au cœur de tout ce qui se passait, où se trouvaient les leaders Samuel et Arnold, et comment la garde se déplaçait avec la troupe divisée en 2 fronts. Le plan était presque finalisé. Comme un puzzle, il allait changer les pièces en fonction de l'armement de la garde. L'extraterrestre était prêt à passer à l'action. Les invités ont commencé une inspection de la zone. Les équipes A et B ont passé les préparatifs à Arnold, qui était responsable d'éliminer toute menace avant l'arrivée de Mac. Ça va chauffer jusqu'à la fin de la journée. Ah, très bien. Les équipes A et B ont continué à fond, cherchant un chemin difficile à emprunter. L'équipe A devait avancer avec prudence et précision, tandis que l'équipe B vérifiait le statut des caméras et demandait aux gars de se rassembler. C'est à ce moment-là que l'équipe B2 a poussé un cri horripilant, affirmant avoir vu un monstre.
En les interrogeant, l'équipe B3 a déclaré que le monstre avait attrapé son compagnon. La situation est devenue chaotique. Le chef de l'équipe était terrifié et a compris que cet alien pouvait lui poser des problèmes en une seconde. Il a alors réalisé le niveau d'intelligence de la bête. Tout était foutu. Il a ordonné à tout le monde de tirer même sur leurs ombres. L'équipe B3 a commencé à chercher B2, avec la même détermination qu'avant, dans une mission conjointe, mais B3 continuait d'avertir qu'il entendait des bruits étranges et n'était pas sûr de ce que c'était. C'est B3 ici? B3 a rassuré le groupe, mais peu après a dit que B3 avait été attrapé par la créature, transformant tout le plan en un désastre. Le gars jouait aux échecs en 4D dans un monde en 3D. T'es fou, mon Dieu! Arnold prend la tête de la troupe et demande tout ce qui s'est passé, mais les soldats n'ont pas pu transmettre les informations directement, étant entraînés et ne réalisant rien. Arnold commençait à devenir de plus en plus fou, lançant son écouteur par terre, n'arrivant pas à obtenir de réponse des soldats sur quelque chose qui s'était passé juste sous leurs yeux. Il a alors pris la radio et a décidé d'appliquer un autre plan, demandant à B3 de dire son nom. Le T était à ses côtés et lui a ordonné de répéter son nom. À partir de là, c'était juste le chaos et le désespoir. Arnold était super vexé par les monstres disparus et a ordonné à l'équipe A de faire rapport, voyant que l'autre était aussi tombé aux côtés de l'amorphe. Il a éliminé l'équipe B avec l'aide du numéro 26, coupant la communication et les images des corps décimés et des têtes arrachées. Une sacrée destruction. Un B3 a eu le cerveau frit et a même fait sauter le soldat qui voulait réparer les radios avec ses nouvelles compétences. Une glande de neurotoxine, c'était facile, mon pote. Il y avait plein de soldats morts, super contents de leur nouvelle prouesse. Comme toujours, l'équipe A était hyper vigilante. Elle savait qu'elle devait rester sur ses gardes. Elle connaissait son ton de voix. Alors, elle jette un œil aux bouches d'aération. Là, il a pensé que la connaissance et le pouvoir pouvaient parfois être une arme à double tranchant. C'était sinistre. L'équipe A énumère le chemin et avertit tout le monde d'aller à droite en se rapprochant du point. Arnold commence à les rappeler le pouvoir de duplication que l'ennemi avait, leur ordonnant de tirer s'ils entendaient quelqu'un avec une voix humaine. Et il y avait quelqu'un qui pleurnichait. La troupe, pensant que c'était une ruse, ouvre le feu sur l'alien. Il esquive immédiatement, tandis que certains soldats perdent leur concentration au point d'oublier les griffes du démon derrière eux. Un Kai se retrouve dans les griffes. Totale aurore dans l'équipe. Là, il y a l'ET prenant un gars en otage, sachant qu'une balle tirée sur un allié serait fatale. Ils décident alors d'attaquer le monstre avec tout ce qu'ils ont et parviennent à s'enfuir. Mais ils prennent des balles. Le groupe ne pouvait pas reculer tant qu'ils n'avaient pas capturé le responsable. Le gars de l'équipe A était à bout de nerfs. Ils ont encore essayé de lui administrer des soins, en vain. Trouvant une solution, ils recommencent leur chemin en voyant un passage acide. Ils réalisent que le monstre a subi des dégâts et décident d'aller dans une forêt encore plus petite. Alors ils commencent à demander des doses de renfort et Arnold laisse tomber au moment de s'en servir. Le gars c'est juste, effondré au sol, tandis que des soldats costauds avancent. Ils ont trouvé un passage acide et sont entrés dans le sous-sol du vaisseau, leur base. La bête entre alors dans le couloir. L'alien se préparait déjà à sa vengeance, laissant ses hommes de frange tirer dans tous les sens et sans même s'en rendre compte, un troglodyte dans les griffes de la bête. Alors l'autre commence à tirer sur la créature sans hésiter. Le T ne sent rien, donc il avance vers le monstre et essaie de frapper à la tête, mais rate son coup. Le T a esquivé très rapidement et s'est mis à courir dans le couloir. Le gars commence alors à tirer plusieurs fois sur le T, mais en vain. Il commence alors à crier de rage, un amorphe sautant dans les tubes. Il réalise que son ennemi est bien plus fort qu'il ne le croyait et que ce n'était pas si facile que dans le jeu. C'est pourquoi il va devoir ajuster de nouveau sa tactique. Avec son plan secret dans la manche, il pense à une nouvelle façon de faire. Il voit le A3 se battre pour survivre. L'alien est là-bas au début, arrivant par derrière et tuant d'un seul coup. Le plan était de tromper tout le monde en disant que la perte de A3 était due à une embuscade et de détruire la caméra à la fin. Au centre de commandement, ils annoncent la perte de A3 et demandent déjà des renforts. Un leader court pour secourir son pote, mais il est déjà trop tard. Le monstre lance son venin mortel, transperçant un ami. Avec sa seringue au bon moment, revoyant sa douleur, il ne pouvait être que la bête qu'il utilisait pour revigorer le amorphe. Alors, il était prêt à manger la viande sans casque, l'heure du repas était enfin arrivée. Le central a alors vu toute cette horreur, le T dévorant le gars. Tout le monde avait peur et pensait qu'ils allaient tous mourir, tandis que notre T se demandait comment les ennemis vont-ils réagir face à cette situation. Après tout, il avait planté la peur dans leur cœur. Ils avaient l'arme de plasma célèbre, une sacrée embrouille en elle-même, un objet méga puissant et dangereux créé pour liquider des vaisseaux de guerre. Elles étaient lourdes pour un seul humain. En plus d'être lourdes, c'étaient des armes horriblement chères. Mais ces gars-là avaient-ils l'accès? L'alien contournait les obstacles et, arrivant dans un coin du vaisseau, rencontrait d'autres soldats, maintenant près de l'agriculture, pour se préparer à un cirque.
La bête pensait alors que ce serait un point culminant de trouver les chefs de la baraque et d'éliminer toute la hiérarchie dans son plan fou et macabre. Sur la liste des éliminés, Arnold était en tête, le plus grand danger. Samuel et Arnold se battaient violemment là-bas. De sa cachette, il réalisait que sécurité et pouvoir sont la base de la survie dans l'espace. Arnold avertissait le capitaine sur le pouvoir et l'intelligence de l'ennemi et savait manipuler tout le monde sans souci. Arnold a donc demandé la permission d'utiliser le plasma que les leaders d'équipe ont rejeté. Après tout, cela pourrait mettre tout le vaisseau en péril. Mais l'amour a entendu et savait qu'Arnold était le boss de la situation. Il allait se rapprocher de quelqu'un. Celui-là est le tortionnaire du numéro 26. Il est le prochain. Il saute dans les airs et atterrit sur sa cible. La terreur et le carnage arrivent, éliminant directement le tortionnaire et laissant le reste en état de choc. Bientôt, la bête recommence le massacre, mastiquant tout. C'était son Among Us dans la vraie vie. L'équipe essayait alors d'émettre une alerte au central lorsque l'hétéro perce la gorge des gars, interrompant la communication de tout le monde. Mais Arnold tirait dans sa direction. C'est parce que le monstre était tellement sûr en faisant face à l'homme qu'il ne pouvait même pas être éraflé par cette arme faible. Au moment où il s'apprêtait à faire une autre victime, son don de vision lui montrait un avenir sombre. L'arme d'Arnold était aussi un plasma. Toute la structure de l'entreprise était une menace. Il savait qu'il avait un lien de parenté avec Eugene Arnold. Alors, il réalisa que l'ET connaissait son attaque. Le jouet de plasma dans sa main prouvait cela, choqué par les pouvoirs et attributs du monstre, similaires à ceux de son maître. Arnold attaqua alors avec des balles de plasma vers le gars, qui commença alors à tirer sur le plaisir, pensant qu'il devait éliminer ce gars avant que son chef n'arrive. Là, l'ET pense que ce gars est presque un boys, le plus grand défi qu'il ait jamais rencontré jusqu'à présent. Mais dans le jeu, il a déjà traversé plusieurs situations très difficiles et a toujours été le vainqueur. Et il se moque de qui pourrait venir. C'est lui qui donnera l'accueil. Les ours, les lions et les loups sont des prédateurs que nous voyons dans les films. Ils sont toujours montrés comme les incarnations féroces de la violence, mais la réalité est bien différente. Les prédateurs sont en réalité de grands lâches qui évitent les combats à tout prix. Cette prudence lâche est le véritable trait d'un chasseur. Lorsqu'il jouait avec la métamorphose, il a appris cela profondément. Peu importe sa force ou ses capacités d'intelligence, la prudence et la précaution sont toujours les plus utiles. Il pense à cela tout en esquivant les balles et ressent aussi les battements de cœur de ce gars. C'est un vrai prédateur. Apparemment, même son odeur dégage une odeur de prédateur, bien différente de notre monstre. Alors, il saute en essayant de se cacher quelque part pendant que le gars tire sur tout. Ce gars n'arrive pas à croire qu'il tire sur tout, mais là, c'est le centre de commandement, et il doit faire attention à ne rien détruire. Il continue de tirer, appelant notre Etezao de rat. Apparemment, il essaie de gagner du temps, agissant comme s'il allait tuer, mais en réalité, il essaie de manger le thé. Il tergiverse sûrement tout en protégeant le capitaine et le leader de l'équipe, jusqu'à ce que les soldats arrivent pour le capturer. C'est le plan. Il décide alors de terminer cela, prend un extincteur, ouvre le seau et lui jette un tour de passe-passe, une brume de fumée. Le gars n'a plus où tirer. Après tout, il ne voit rien. Il essaie de chercher le monstre. Où peut-il être? Alors des gars lui disent de prendre le capitaine et de se barrer rapidement. Sa perception est extrêmement bonne. Il est fou. Au milieu de ce bazar, il est déjà là, tout proche d'un gars, prêt à l'attraper. Arnold crie, demandant encore où est le capitaine, et le gars ne fait que répondre qu'il est juste là, mais pas par là. Le capitaine est par ici. Le gars commence alors à crier pour qu'il ne se laisse pas duper par ses tactiques sales, pendant que l'Etezao est sur le point d'attraper un autre, et c'est bon. Le gars crie alors, ne soyez pas dupes, il a tué le leader de l'équipe. Apparemment, celui-là est le leader des navigateurs, et ils commencent à entendre beaucoup de cris. Est-ce qu'il reproduit la voix du leader de l'équipe? Le leader de l'équipe dit déjà de ne pas faire confiance à cette voix, car il est le leader de navigation, et qu'il faut lui faire confiance. Maintenant, c'est la fin. Ce monstre est en train de semer la confusion, pendant qu'Arnold dit de tirer et de tuer ce monstre. Alors il commence à tirer dans toutes les directions, et il a failli se faire avoir. Une attaque lui a frôlé, et il n'a même pas vu où le monstre était allé. Avec sa perception accrue, il remarque un mouvement derrière lui et se retourne, tirant à plusieurs reprises. Il manque de peu notre étaison, qui active alors ses ailes et s'envole vers Arnold, le faisant tomber immédiatement d'un seul coup. Purée, un leader d'équipe, a déjà été éliminé. Il a alors pris sa tête et l'a montrée à l'autre, provoquant encore plus de peur. C'est fou. Il est alors entré dans les conduits de ventilation, pensant qu'il aimerait avoir le plaisir de déchirer. La viande de ce gars-là, après tout, a causé beaucoup de problèmes, mais son nid l'appelle à fuir. Samuel était super en colère contre tout le monde pour avoir tout fait capoter et a exigé que la salle de contrôle soit nettoyée illico. Le médecin a donné une nouvelle super flippante.
Tout le monde était en miettes, sauf un gars qui a survécu et a laissé tout le monde bouche bée, immunisé contre la toxine de la créature, mais avec des séquelles pour la vie, le pauvre. Ils ont trouvé une arme à plasma d'Arnold et l'ont apportée à Samuel, qui était content. Une arme de moins pour les ennemis. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire, il était dans de beaux draps. De retour chez le thé et tranquille dans son nid, le capitaine ne se faisait pas de soucis. Il voulait étendre son territoire, a choisi 2 points. Un réfectoire mobile, dans l'abondance, et l'arsenal, où se trouvaient des armes ninja, ainsi que le laboratoire avec de l'ADN à revendre pour utiliser contre les pirates et les ennemis futurs. Il a donc commencé à s'occuper du réfectoire, du laboratoire et, pour finir, à voler un lanceur de plasma, méfiant envers le maître d'Arnold, pensant qu'il pourrait poser problème avec les pirates. Tout à coup, le numéro 26 est apparu tout joyeux de ne plus avoir d'expérience. Un ET a alors réalisé que les expériences étaient suspendues à cause de toute cette histoire et a commencé à penser qu'il était peut-être temps de partir. Il a vu un immense rayon rouge. Lassé des tergiversations, le RT a pulvérisé le plan de la gélatine qui a remercié 1000 fois. La gélatine a donc commencé à construire un nid en engloutissant un laboratoire avec de la gélatine acide. Un ET savait que le laboratoire était fichu et a commencé à détruire tout pour se nourrir. Même le slime en bulle se régalait des restes de cerveau. Tout à coup, il a senti une odeur humaine approcher, se prenant pour un dur. Il a décidé d'affronter directement le soldat et le chercheur qui venèrent apparaître. Les gars étaient perplexes face au désastre. Un slime vengeur a fait fondre la tête du malheureux avec de la gélatine acide. Quelle souffrance, mec. Un ET a alors absorbé l'énergie de la mort et est devenu plus fort, a ingurgité 500 échantillons et a gagné 3 nouvelles compétences. Il dévore tout et évolue, devenant un véritable cauchemar ambulant. La gélatine a craqué à la transformation, sautant de joie. Ah, que c'est mignon, hein? Même avec cette nouvelle transformation de l'ET, il savait qu'il n'était encore qu'un bébé, mais il se sentait plus dur que jamais. Il a grandi, a acquis une armure, était monstrueux et a découvert de nouvelles capacités, tentacules, scie, régénération et organes de contamination. Avec la contamination, il pouvait transformer le vaisseau entier en une forteresse acide avec des spores. Il est passé de chef de niveau 10 à niveau 100. Avec un slime, il s'est dirigé vers sa prochaine cible, une soute de chargement. Il voulait voir la réaction des gens avec son nouveau look. L'équipage était en train de flipper de peur, fermant les portes, mais ça n'a rien changé. Le monstre a tout détruit et a fait la fête. Les cris de terreur résonnaient dans le vaisseau, tandis que les gars se transformaient en pâté. Le chercheur en chef, sans aucune idée de ce qui se passait, pensait qu'il allait bien s'en sortir et s'est trompé. Un ET est apparu et l'a immobilisé avec un slime. Pour finir, il a fait exploser la tête du malheureux avec la boue acide. Bien fait. 3 heures plus tard, la boue vengeresse avait réduit le gars à une carcasse carbonisée. Alors, un extraterrestre se demandait pourquoi les scientifiques étaient si obsédés par le numéro 26 et s'il pouvait se transformer en démon marin. Ce serait hilarant qu'une Slim mignonne se transforme en monstre aquatique géant, mais en mieux. La Slim était fatiguée et l'extraterrestre pensait que le nouveau Nid était prêt. Temps de chercher de nouvelles victimes. Direction la zone C08, territoire du cartel. Là-bas, Vera, le boss, un tyran sanguinaire, s'amusait à tuer tout le monde. Il était devenu un mutant coriace et adorait torturer les employés de la méga corporation. Il a poignardé un gars et a commencé à faire un discours sur les lois. Les mercenaires, personne n'échappe. Il a envoyé un autre cadavre en enfer et s'est réuni avec son équipe, ordonnant de capturer un chercheur nommé Halo pour l'interrogatoire. Halo commença à trembler de peur et a raconté qu'il avait un lien avec le capitaine Samuel. Le travail d'Halo était par le biais d'une connexion, mais malheureusement, ils avaient perdu le contact. Un boss a alors commencé à devenir furieux et lui a demandé d'expliquer clairement ce qui se passait. Il a continué à dire que le capitaine Samuel, de l'équipe de recherche Comet, avait demandé l'obtention du corps, pendant que le boss demandait si la famille de Samuel était là car il les connaissait. Ils étaient les 3e en importance dans la méga corporation, les nobles les plus importants. Une femme de la famille, et Jim, lors du dernier contact, avait offert 1 million de crédits. 1 million? Ces gars-là sont fous. Il ressent une sorte d'odeur de conspiration. L'atmosphère de la méga corporation est dans un état désastreux, et il y a aussi des rumeurs sur le clan terrien. Jim a été beaucoup menacé par le nouveau clan d'Eden, de Mars, et le principal business du clan Eden est le développement de vaisseaux stellaires, mais dans l'ombre, il travaille aussi sur la modification génétique. Un corps, et Jim doit avoir une sorte de modification. Ces gars du clan Eden perdent des dizaines pour mettre la main sur ce type de corps. Il commence à sentir l'odeur de l'argent et veut détruire tout le clan d'Eden qui a fait ça avec son corps et veut aussi beaucoup d'argent. Alors, il demande si la communication a été perdue à cause d'une interférence, et elle dit qu'elle n'en est pas sûre.
Il dit alors qu'il y a un port de la méga-corporation opérant sur leur territoire, hein? Il ne sait pas qui c'est, mais il a du courage. Il décide donc de se diriger vers le vaisseau de Samuel après avoir fini d'envoyer tout le monde à Patresse. Donc, il ordonne de faire exploser le vaisseau et d'effacer toutes les traces. Et donc ils le font, avec la bombe, explosent tout le vaisseau et partent rapidement de là, utilisant les propulseurs du vaisseau. Pendant ce temps, l'extraterrestre larve était branché sur l'arrivée des chiens spatiaux et a utilisé ses supercapteurs pour localiser le vaisseau entier et confirmer leur position. Les chiens spatiaux, alors, sont entrés dans le nid, pensant qu'ils allaient trouver un personne à dominer. Ils sont vraiment mal barrés, ces types. Totally aveuglés par la cupidité, ils se sont enfoncés de plus en plus dans le nid, croisant de plus en plus de monde. Le gars avertissait alors le chef qu'il n'y avait personne dans le vaisseau, juste de la slime extraterrestre. Un Hulk, perdant patience, a décidé de voir ça de ses propres yeux. Une larve extraterrestre a confirmé qu'il était le chef, qui a analysé le reste de la bande, contenant tout. Insectoïdes, cyborg, la collection parfaite pour lui. Pour évoluer, il devait tuer des membres uniques de races différentes. Mais il y avait une chose très étrange, l'ail. Ça ne semblait pas normal, c'était suspect, comme si ça feignait d'être banal, un peu déguisé. Alors, le T est devenu très méfiant, a ordonné à la slime de protéger l'arme à plasma et s'est jeté dans la mêlée. C'était l'occasion parfaite pour frapper pendant que les ennemis étaient distraits. Ils étaient au cupide et ont essayé de protéger à la fois le vaisseau de recherche et le vaisseau mère, se divisant en groupes d'attaque et de défense. Arrivant là-bas, ils se retrouvent déjà face à la porte blindée et l'ouvrent à main nue avec une force incroyable, entrant à l'intérieur et observant cette porte. Pour lui, c'était comme s'il n'avait aucun système de sécurité. Mais ce sont des pirates, non? Jamais ils n'ont pensé qu'en fait, ils pouvaient être volés pendant qu'ils volaient. Alors, il a trouvé le réacteur nucléaire, pas très loin de là. Tout semblait normal, sauf pour les androïdes de sécurité qui avaient un système d'intelligence artificielle très avancé et qui alerterait tout le monde en cas d'attaque. Vachement mieux qu'un garde, hein? Comment va-t-il passer sans se faire remarquer? Mais avant ça, il avait faim et pensait à prendre quelque chose à manger, peut-être un petit encas. Il a commencé à courir dans les couloirs et s'est arrêté en entendant un bruit, un homme et un monstre insecte. Il a alors décidé de se débarrasser des deux avant, que le gars ne puisse s'en rendre compte. Coup de poing. Le monstre insecte a alors essayé de prendre son communicateur pour alerter les autres, mais notre gros monstre lui a sectionné le bras avant qu'il puisse faire quoi que ce soit et lui a mis un coup de tête d'une grande force. Ensuite, il maintient les deux bras et la tête de l'insecte avec l'autre main, tandis qu'il crie à l'aide et écrase son crâne avec une force énorme. Notre monstre est extrêmement fort, c'est fou. Il s'est dit, comment espérer que des PNJ ne l'aident pas à remplir les conditions d'évolution? Il a alors pris le radio, qui demandait ce qui se passait là, et a imité la voix du gars en disant que ce n'était rien. Le gars à la radio lui a déjà ordonné de cesser de traîner et de répondre plus vite, et il s'est limité à dire « désolé » en imitant la voix du gars décédé. Ensuite, il a défoncé l'autre porte blindée. Notre grand ET ressemble à un Hulk. C'est incroyable. Il s'est alors dit qu'il n'aurait pas besoin de se battre contre des androïdes et a commencé à balancer la slime dans tous les sens. Tout comme il l'avait pensé, un humain aurait facilement remarqué ça, mais il ne se battait pas avec des humains, mais avec des androïdes. Et il n'était pas entraîné ni équipé pour gérer ce genre de situation. Les imprévisibles ne font que des mouvements répétitifs, alors maintenant c'est le moment d'éteindre le réacteur, avec déjà pas mal de slime dans la salle de contrôle. Tout le monde demande des renforts, car un monstre essaie de détruire la porte, et ils n'ont pas assez d'hommes pour envoyer de l'aide. Et les gars continuent de crier « Où est le capitaine ?» Le leader de l'équipe. Tout le monde est mort, bon sang, c'est le chaos total, tout le monde va à la base, le capitaine des mercenaires. Et ses gardes regardent, stupéfaits, cette bataille sur les caméras. Personne là-bas ne veut mourir au milieu de la grenade fumigène. Tout le monde va à la base, et le capitaine assiste à cette scène terrifiante, se demandant ce qui se passe. Il y a des plantes étranges partout, il n'y a pas de signe de personne. Personne là-bas ne semble être un vaisseau fantôme. Ils décident alors d'essayer de comprendre ce qui se passe. Qui est l'agresseur? Ils vont reproduire toutes ces images, mais tous ceux qu'ils voient ce sont des hommes sans membres ou des hommes entiers sans esprit. Aucune personne dans ce vaisseau n'est en état de dire contre quoi ils se battaient. Ils demandent alors à un gars de montrer plus de passé sur les caméras. Et voilà qu'ils ont les enregistrements d'eux au champ B3, essayant de réparer la transmission. Ils continuent d'observer cette scène, se demandant si ce vagabond pourrait être le Sung. Samuel, tout son personnel a disparu, et l'administration est très ébranlée. Soudain, ils voient un monstre attaquer par-dessus. Bon sang, une créature extrêmement intelligente, hautement dangereuse. T'es fou? Il était préoccupé par comment gérer sa famille et Jean. Mais d'abord, il devrait s'inquiéter de récupérer le corps en sécurité. Il se tourne alors vers Neuhalo, qui est profondément bouleversée, mais elle n'entend rien.
Il crie alors de nouveau son nom. Nehalo, demandant si elle a dit qu'elle avait perdu le contact. Hier, elle a dit que le plan initial était de se retrouver, mais le vaisseau n'est pas venu. Alors ils ont essayé de le chercher toute la journée. Le chef des mercenaires a alors découvert tous les détails du vaisseau de recherche qui était en route ici. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quelle créature c'est, mais ils ont réussi à s'infiltrer en silence. C'est ce qu'ils pensent, et ils ne savent probablement pas qu'ils sont là, n'est-ce pas? J'en doute. Ils décident alors de traquer cette créature en premier et de l'éliminer, puis de chercher le corps. Mais tout de suite après, quelqu'un l'alerte qu'il y a un problème. Le gars demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Le moteur du vaisseau est tombé en panne. Bon sang. Il devient furieux. Après tout, il fonctionnait parfaitement. Le gars continue en disant qu'il a été complètement fondu et qu'il est impossible de le réparer. Il commence à jurer et tape sa main de griffe contre le mur métallique, disant comment cette créature ose toucher à son vaisseau. Il va la découper en morceaux. Ce gars est badass. Une sorte de prédateur contre alien à l'eau là. Elle est extrêmement terrifiée par la colère de son patron, qui continue de lui crier dessus, lui demandant si elle sait piloter le vaisseau. Elle a seulement dit qu'elle avait besoin de vérifier, ce qui le rend encore plus furieux, et il tire un coup de semonce. Elle réitère sa phrase « Non, monsieur, je peux le faire », pendant qu'il grogne. Alors, il ordonne aux trois de l'aider, tandis qu'il prend les autres avec lui pour aller chercher cette maudite créature. Après tout, quiconque reste derrière va se prendre des coups. Mais là, dans le nid de notre monstre, il écoute toute la conversation, pensant que ce gars est vraiment irrité, et il commence à rire aux éclats. Après tout, sans qu'il le sache, il y a encore des survivants dans ce vaisseau. Il y en a environ 20 cachés ici et là, y compris le capitaine et le responsable supérieur. Mais il n'a pas tué ces gars par miséricorde, car cela sera une belle bataille. Les mégacorps sont en guerre contre les pirates. Pendant que les deux vont s'affronter, férocement, il va simplement profiter des restes de la bataille, de la nourriture gratuite. Alors voilà le truc. Il y a 3 pirates et la femme qui fait semblant d'être normale dans la salle de contrôle. Ça pourrait être sa chance d'attaquer, mais il a un mauvais pressentiment. Un Zintamofo lui signale qu'elle est extrêmement dangereuse. Est-ce qu'elle est la maîtresse d'Arnold? Il se souvient qu'il avait dit que c'était un monstre avec plusieurs compétences, aussi talentueuse que sa maîtresse qui défonçait le djinn. Qu'est-ce qu'il y a en elle qui a fait dire à Arnold qu'il se ressemble? Après tout, elle a l'air d'une humaine génétiquement modifiée, mais c'est une noble de la capitale Mégacorps obsédée par l'extension de la vie. Il est probable qu'elle ait aussi été modifiée, en plus de prolonger ses capacités. Et le djinn, est-ce qu'elle a été modifiée, devenant une joueuse chargée de hacks? Mec, tu rigoles. Ou peut-être est-elle un peu plus difficile à vaincre. Même s'il a évolué vers sa forme juvénile, cela fait longtemps qu'il n'a pas combattu un être modifié, et il ressent même un peu de peur, tout en étant très excité. Il décide donc de commencer par la partie la plus faible, les pirates. Et les voilà, terrifiés, avançant avec leur maître qui est très agité et continue de rugir. Un gars est un lion, littéralement. Soudain, le communicateur de l'un d'eux commence à bip 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 bip. Chef, il lui demande ce qui se passe, et le détecteur biologique indique des humains. Oui, il pointe vers la cabine du capitaine, mais le chemin est complètement bloqué. Peut-être a-t-il une perceuse pour faire un trou ici près. Le gars commence alors à insulter son subordonné, disant qu'il n'a pas besoin de demander la permission quand il a besoin de pisser ou de chier. Le gars répond « Non, non monsieur, je vais le faire. Tout de suite !» et commence à percer le hull, ouvrant un trou. Le bip continue de retentir, et peu après, il reçoit une alerte de tir en plein milieu de la force. Les gars sont complètement armés, donc tout le monde là-bas cherche à se protéger. L'homme insecte dit au gars de se déplacer pendant que le chef entre à l'intérieur. Il commence à écraser tout le monde avec sa main en forme de griffe. Un vrai monstre. T'es fou, digne du titre de prédateur. Pendant qu'il finit un dégât là-bas, l'élevant par l'une de ses mains, regarde la taille de ce type. Apparemment 2,80 m au minimum. Un autre gars est terrorisé de peur, disant qu'il se rend et il commence seulement à claquer des doigts, mais il n'a pas de doigts, hein? Juste des griffes en métal, disant qu'il se fiche des redditions. Le gars commence alors à dire qu'il est le chef de l'équipe médicale de ce vaisseau et qu'il pourra leur être d'une grande aide. Le gars réalise alors que c'est un docteur. Que fait le capitaine avec lui dans la cabine? Le gars commence à dire que le capitaine est sorti pour entrer dans le vaisseau de fuite. Après tout, il a abandonné son propre équipage et s'est enfui. Le gars ne sait pas s'il a réussi à fuir, mais c'est tout ce qu'il sait. Malheureusement, son vaisseau a été détruit par le monstre, et le seul humain qui connaît l'emplacement du corps est dans ce vaisseau de fuite. Il s'arrête alors et réfléchit. Ce gars-là, c'est un docteur. Cela signifie qu'il sait où est le corps. Il dit alors, où est le corps du noble qui est dans ce vaisseau? Un gars dit que le monstre l'a pris. Ce monstre a maintenant ruiné tous les plans de ce mercenaire. Il donne alors un coup de poing juste à côté du visage du docteur, demandant pourquoi ce monstre voudrait un corps. Le gars continue en disant qu'il mange des corps humains, ce qui signifie qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il ordonne alors à ses soldats robots et cyborgs de s'en prendre au monstre. Après tout, il est en possession du corps.
Ils doivent se diviser en groupes de 6 et prévenir s'ils rencontrent un problème. Les gars se mettent alors en route. Gros Lion continue de dire que ce docteur a dit qu'il voulait devenir pirate et qu'ils ont une place pour un docteur dans l'équipe. Il demande alors si ce docteur a des connaissances en remodelage génétique. Quand il s'apprête à dire qu'il n'en a pas, il se rappelle que s'il dit qu'il n'en a pas, il est fini sur le champ. Alors il complète son discours, pardon, bien sûr que oui. Il dit non, sinon ça va mal tourner. Alors il va garder cette partie pour lui. Juste après, notre gros monstre écoute toute cette conversation et ce bazar, et c'est déjà tout leur plan. Tout cela s'est passé plus vite que prévu, mais c'est probablement parce que leur capitaine était un mutant type Hulk. Il observe alors la division des membres qui sont séparés en 6, dirigés par un leader, apparemment une armée normale. Il décide aussi de commencer à bouger. Il se tourne vers la slime et dit qu'il va faire un tour. Il doit rester là. Le petit commence à dire qu'il va aider. Après tout, il agit comme un enfant voulant aider son père. Apparenté, ce petit monstre a aussi besoin d'expérience en bataille, mais malheureusement, il ne peut pas laisser cette petite créature perturber son combat. Après tout, les ennemis sont assez dangereux. Il commence alors à marcher, se demandant par où il doit commencer et décide d'aller par l'arsenal. Pendant ce temps, l'équipe des gars pense qu'ils sont dans la jungle galactique. Quel genre de monstre a le pouvoir de créer des plantes plus grandes que la porte? Ils doivent retirer toutes ces racines pour pouvoir installer le coupe-plasma. Alors, l'un des cyborgs là-bas commence à tout couper avec sa machette, mais quand il coupe cette racine, un mucus gicle, atteignant un autre gars qui devient vraiment nerveux. Dégueulasse! Mais tout à coup, il remarque que sa machette commence à fondre et que ce gars touché par le mucus est lui aussi en train de fondre. Quel bazar! Que s'est-il passé? Je sais ce qui s'est passé. Et avant qu'il ne puisse t'aider l'autre gars, notre héros apparaît d'en haut, assénant un coup puissant dans le ventre de l'autre, l'envoyant au tapis. Le monstre est arrivé et il est bien différent de ce qu'ils avaient vu. Il a évolué. Alors, ils commencent tous à tirer pour essayer de tuer ce monstre, mais les balles ne font que ricocher sur sa peau, qui est vraiment dure. Il envoie donc un au tapis et finit l'autre. Il ne reste maintenant qu'un insectoïde laissé de côté. Le slime saute sur la tête de l'insectoïde et commence à le faire fondre. Malheureusement, l'un des gars réussit à accéder à son communicateur, disant que le monstre est là et qu'ils ont besoin de renfort. Le gars s'est fait envoyer au tapis avant de terminer sa phrase, pendant que le communicateur demande où il est. Notre héros a pris le communicateur et a imité la voix du gars, disant qu'il se trompait, il n'y a rien là-bas. Le gars à l'arrière du communicateur commence à s'énerver. S'il continue à jouer avec la radio, ça va chauffer. Notre héros décide de garder la radio. Après tout, cela pourrait servir à créer une belle distraction. Mais là, il voit que le gars respire encore. Après tout, c'est un cyborg de l'Union stellaire. Il croit en l'échange des corps fragiles des humains contre des corps de machines. Le problème, c'est qu'ils imposent aussi leurs idéaux à d'autres espèces. Toute espèce qu'ils prennent en otage sera modifiée, peu importe ce qu'elle souhaite. Tant la mégacorpo que l'Union stellaire sont fous. Mais notre artisan ne l'est pas tant que ça non plus, n'est-ce pas? Même s'il a besoin de manger, il commence alors à dévorer cette machine, disant qu'elle a un goût vraiment différent. Moitié humain et moitié machine. Ça a un goût de viande avec une touche aigre-douce d'huile mélangée à une pincée de métal. Comme dans le jeu, les cyborgs sont un autre type d'espèce. Alors, le système commence rapidement à notifier qu'une partie de l'évolution a été accomplie. La première intelligence, étant de 10 sur 10, est complète. Et la seconde intelligence, étant de 1 sur 10, est incomplète. Quelle surprise! Il y avait 12 cyborgs sur ce vaisseau. Cela signifie que s'il parvient à dévorer tous, il obtiendra sa prochaine évolution. Alors regarde, le bébé est bien excité. Ensuite, ils partent à la recherche de plus de chiens spatiaux de désastre, parce qu'après tout, ils sont comme des pères Noël apportant les cadeaux de Noël. Ce gars veut juste évoluer. Il y a même un homme pierre là, tirant à tout va. Mais malheureusement, notre extraterrestre a saisi sa tête, immobilisant également son bras, et dans les moments suivants, il est tombé. Il a déjà coulé 2 équipes, mais a perdu 3 cyborgs. Il commence alors à regarder une couverture avec la solution acide. Tout a fondu, sauf la jambe. Il commence alors à la manger et voit qu'il ne gagne aucun effet de prédation. Apparemment, il y a une petite chance que cela arrive, un corps qu'il n'a pas tué. Pendant que le slime termine les autres, apparemment avec beaucoup de faim, il dit alors au slime de prendre tout. Bon appétit, pendant qu'il récupère d'autres monstres. Le communicateur du cyborg commence à parler, demandant où il se trouve. Notre extraterrestre envoie alors un message vocal humain disant qu'il cherche dans l'arsenal et dévore ce cyborg. Un gars demande alors s'ils sont au laboratoire et il dit juste que le laboratoire est propre, mais le gars trouve ça étrange. Il n'est pas le responsable du radio. Notre extraterrestre dit juste qu'il se prépare à tout piller et l'autre acquiesce. Ces gars-là, même s'ils sont des pirates, sont vraiment perturbés. Un gars là-bas n'est qu'un mutant Hulk.
Mais notre extraterrestre garde un œil sur ce type. Il observe derrière et n'arrive pas à croire qu'il marche avec l'amibe. Si tous les joueurs voyant ça, ce serait la folie, un extraterrestre et un slim. Après tout, l'amorphe est un expert pour marcher seul, et ce n'est pas le genre à avoir beaucoup d'amis. Tout est bien différent de ce qu'il faisait dans le jeu. Notre Leo Zhao, là, énervé, est très strict avec tous les rapports à cause de son passé militaire. Alors je me demandais comment ce gars osait briser une telle règle, sachant ce qui pourrait arriver. Après tout, il a encore l'instinct de prédateur et voit que c'est un piège. Il communique alors avec le reste de l'équipe et dit qu'il y a quelque chose de louche dans le laboratoire. Mieux vaut se préparer à envahir les lieux. Notre Leo Zhao lui demande où se trouve la salle des machines de ce vaisseau pour le docteur et il conduit alors un Leo Zhao. Après tout, il est plutôt nerveux, pensant que personne n'osera toucher à son vaisseau de combat. Il est déterminé à poser une bombe dans la salle des machines. Après tout, cela doit être un moteur de fusion nucléaire. Alors, une petite bombe devrait suffire à tout faire exploser. Une fois qu'il sera sorti en sécurité, il pourra faire exploser la bombe à distance et ce monstre éclatera avec le vaisseau. Mais les effets secondaires, ces hommes qui sont encore à l'intérieur, mais il y a beaucoup de gars là pour lui recruter pour devenir pirate aussi. Il décide alors de n'emmener que le docteur et Naël, qui est Lyle. Il se tourne alors vers le docteur et il demande ce qu'il sait sur le monstre. Après tout, il l'a déjà vu plus d'une fois. A-t-il une faiblesse ? Le gars répond alors non. Les pirates commencent à s'inquiéter. Après tout, il n'a pas donné une réponse très honnête au grand lion, et le docteur a seulement dit qu'il disait la vérité, tandis que le lion pense que ce docteur est un lâche. Est-ce vraiment tout ce qu'il a à dire ? Vraiment ? Cela veut dire que le docteur a plus peur d'un monstre que de lui. Pendant ce temps, le pirate est presque prêt à expulser le docteur. Un chef demande alors quelle est la force ou la caractéristique de ce monstre. Le docteur dit qu'il se déplace comme un fantôme, qu'il dévore les humains en un clin d'œil, sans laisser de morceaux des cadavres. Personne n'a même remarqué que de nombreuses personnes avaient disparu depuis un certain temps. Le grand lion n'arrête pas de traiter tout le monde d'idiot, mais le docteur dit que ce vaisseau a de nombreux systèmes de sécurité. Il y en a tellement que c'est même difficile à compter, mais il a réussi à passer à travers tous, évitant et tuant les cibles comme un fantôme. Le lion trouve tout cela ridicule, mais il devra rassembler ses hommes. Il commence alors à avertir par le communicateur qu'il y a un changement de plan. Il ne savait pas que notre extraterrestre surveillait tout et savait que ce gars était très rusé. Il n'a pas cru à l'imitation qui a même trompé les humains. C'était probablement dû à l'instinct sauvage du mutant Hulk. C'est certain, car maintenant il est trop tard et les pirates se dirigent vers un nouvel emplacement. Il décide donc de formuler un nouveau plan, enlève ses lianes de derrière sa tête et se connecte à la substance visqueuse, appelant cela la gestion de niche. Sa capacité cognitive s'étend à travers tous les branches du vaisseau et son flux de sentiments se déplace à travers ses branches de conscience et l'amène directement dans les couloirs et les pièces. Ma connexion avec les organes subsidiaires est maintenant complètement établie. Ils sont littéralement à l'intérieur de l'estomac de notre extraterrestre. Il commence alors à activer les spores parasitaires. Une sorte de gaz commence à intoxiquer tous ceux qui sont là. Certains essaient de fuir, mais ils n'y parviennent pas et tombent. Après avoir activé son état juvénile, il va mieux gérer cela. Mais cette fois-ci, il a activé ses capacités parce qu'il était très curieux. Mon Dieu, maintenant il est épuisé, et tout. À coup, il a très faim. Après avoir utilisé beaucoup d'énergie, il commence alors à sortir, tandis que la substance visqueuse lui demande où il va. Il dit simplement qu'il a faim et qu'il va manger un peu. Ensuite, il se retrouve à dévorer les types qui étaient morts, pensant que les pirates avaient abandonné leurs compagnons. C'est sûr que ces gars ne sont pas très loyaux, pas qu'il s'en soucie, c'est mieux pour lui. Après tout, il vaut mieux manger que de se battre. Il donne alors le reste à la substance visqueuse comme un petit chien. 5 des 7 qu'il a tués étaient des cyborgs. Il a donc besoin d'un peu plus pour évoluer. Il lui manque encore 2. Cela signifie qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il atteigne sa phase juvénile. Malheureusement, les 5 autres ont fui. Et ils sont dans la salle d'entraînement. Malheureusement, ils sont arrivés directement ici en pensant qu'ils auraient une vue plus claire et qu'ils pourraient mieux tirer, puisque cet endroit est plus spacieux que la plupart des pièces. Mais vous savez que la dernière équipe a pensé la même chose et, à cause de lui, cet endroit est devenu un abattoir. Il peut sentir les phéromones, les respirations et les battements de cœur. Ils ont vu toute cette vidéo, cette vue de la salle, c'est sûr, et ils étaient terrifiés. Il prend alors la méduse et lui dit de se cacher derrière lui, car maintenant ça va devenir sérieux. Il commence à défoncer la porte et se jette sur eux, pensant que tuer quelques-uns d'entre eux ne changera rien. Dans la salle d'entraînement, le type tire sur notre extraterrestre, qui ne ressent rien, tout est inutile. Le gars se rend aussi compte que ça ne fonctionne pas, alors il dit à l'ET d'aller se faire voir et sort un sabre laser, lui demandant s'il sait qui il est. Je pense que tu es un futur cadavre, mon ami. Et rapidement, il est le second dans la hiérarchie du cartel Drava. Il commence à esquiver l'ET en faisant plusieurs manœuvres avec son sabre laser. Donc ce gars a une lame sonique.
Cette arme est le genre d'arme qui peut vraiment blesser notre extraterrestre. L'extraterrestre pense « Ce type a peut-être une bonne arme, mais s'il ne sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien. » Et ses organes indiquent qu'il est un homme normal, dans la trentaine, avec un mode de vie abominable, une analyse typique de pirate. Il se jette sur le type. Un homme commence à crier « Comment ose-t-il s'attaquer comme ça ?» et essaie déjà de lui porter un coup de sabre laser. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. Notre monstre le prend avec ses griffes et le projette loin. Le gars tombe au sol avec un trou dans le ventre, maudissant le thé. Il commence à penser que ce type est l'homme le plus persistant qu'il ait jamais affronté depuis qu'il a été face à Arnold. Il pense alors qu'il va finir ce gars avant qu'il ressente plus de douleur et qu'il se mette à crier. Il frappe le type à la base avec son tentacule, il ne reste plus que 4. Il les mange, pensant qu'ils doivent se cacher dans le vestiaire, mais tout à coup, il a un pressentiment sur la nature humaine. Il absorbe alors un gène humain de prédation. Maintenant, il a l'option d'appliquer la nature humaine. Et alors, est-ce un avantage ou non? La nature humaine est un type de caractéristique assez intéressante, un nom plutôt vide, mais il clique rapidement sur « oui ». Il réfléchit alors à s'il va cliquer sur « oui » ou « non ». Voici le truc, il existe des centaines de caractéristiques de survie dans l'espace, mais toutes ne sont pas forcément avantageuses. Par exemple, le mode Berserker du mutant Hulk. Il double ses capacités physiques, mais perd le contrôle de soi et présente des caractéristiques qui ont des inconvénients plus importants que les avantages. Les caractéristiques, avec des noms très différents, étaient létales. Il est là, en train de manger et de réfléchir à savoir s'il va être avantageux de vivre dans l'espace avec des attributs humains. Après tout, l'Union stellaire enlève des gens et les transforme en robots. Et le mégacorps crée des monstres autour de ces génies, selon leur volonté. C'est l'univers d'espèces qui dirige la civilisation humaine, donc une forme d'existence qui leur conférerait des caractéristiques humaines. Si c'était une caractéristique qui renforce les émotions humaines, ce serait un désavantage total pour un amorphe. Il se nourrit d'intelligence, le risque est assez élevé, alors il envisage de cliquer sur « Refuser », mais avant qu'il puisse le faire, l'organe subsidiaire l'avertit de reconsidérer cette décision. Apparemment, c'est assez important. Ces petits tentacules lui renforcent l'idée de faire un choix dangereux. Peut-être qu'il peut faire confiance à ses tentacules sous son menton, alors il décide de cliquer sur « Oui ». Un flash de lumière s'allume dans sa tête et rien ne se passe. Rien n'apparaît et pas une culpabilité extrême. Apparemment, cette caractéristique est une caractéristique mentale. Actuellement, il dispose d'une amélioration de super-pouvoir qui est à 3 sur 6 sens de prédateur, organes surpuissants, nature humaine, plus 3. Il va être capable d'obtenir l'amélioration de super-pouvoir et les détails de sa nature humaine l'aideront à faire un choix correct. Peut-être que son choix en vaudra la peine, ce n'est pas si mal, non? Il pense alors à se concentrer sur le fait de remplir cette condition d'habileté. Il demande à l'améba là-bas si tout va bien, mais l'améba ne cesse de demander à notre extraterrestre pourquoi il ne bouge pas. C'était très étrange, mais l'extraterrestre dit simplement qu'il n'a pas à s'inquiéter pour le thé. Après tout, il peut sentir l'odeur de tous les pirates de différentes parties de la salle d'entraînement et il ne laissera aucun d'eux s'échapper. Non, malheureusement, ces pirates retournent à la base. Le massacre commence, des cris résonnent dans le vaisseau et les gars crient à l'aide, demandant à ce que personne ne les tue. Un gars, armé de sa pistole, commence à trembler à la base, pensant qu'il sera probablement le prochain, frémissant de peur. Comparé aux autres, c'est le plus gentil des pirates et il n'a rien fait pour mériter cela. Et soudain, il entend quelques craquements, et encore plus de craquements et des pas, tout en pensant que seul le chef Zubaka pourrait le protéger du mal. Il continue à penser à cela tandis que notre extraterrestre est là, tout près. Notre extraterrestre continue alors à fouiller les armoires et ne trouve toujours personne. Le gars est déjà dans un autre endroit, caché, et pense qu'une fois que tout ça sera fini, il va s'en aller et peut-être rejoindre l'Union stellaire. Après tout, même le cartel Brave ne pourrait pas l'affronter. Et soudain, même avec la porte de l'armoire fermée, notre désir donne un coup de dent, brise toute l'armoire et ouvre sa bouche pleine de dents, pleine de salive, tandis qu'il crie non, et c'était réglé. Elvis était hors de combat, pauvre gars. Je l'ai un peu plaint, un vrai extraterrestre. Donc, il finit par le boulot, pensant qu'il ne peut pas se cacher de lui, pas très longtemps. Maintenant, il a éliminé 11 cyborgs, et il a juste besoin d'un de plus pour atteindre sa nouvelle transformation. Mais le seul problème, c'est que l'autre est dans la salle de contrôle, et dans cette salle de contrôle, il y a cette femme, et il ne veut pas se heurter à elle. Après tout, c'est une humaine avec des gènes modifiés, et elle est probablement de la famille Eugène. Il décide donc de s'occuper déjà du leader, mais soudain, ses capteurs détectent la présence d'un autre. Il crie déjà à notre extraterrestre qu'il va l'achever. Un extraterrestre parvient à esquiver le tir, et revoilà notre grand prédateur, disant qu'il a tué plus de ses hommes, mais il a aussi tué le second commandant. Ah, il ne va jamais le lui pardonner. Regardez, le commandant a trouvé notre extraterrestre en premier, mais malgré tout, il décide de l'affronter
l'affronter directement, car ce mutant Hulk a des gènes très utiles pour lui et il a besoin de recharger son essence génétique avant d'aller dans la salle de contrôle pour affronter cette femme. Il y a aussi le leader temporaire de l'équipe médicale, il est juste là et il a pris le parti des pirates, mais bien sûr, il allait s'aligner sur le perdant puisque le thé n'a pas de camp. L'extraterrestre pense déjà que de toute façon, ce gars finit dans son estomac. Alors, il dit à notre Bubble de se cacher, mais Bubble dit qu'il a aussi faim et saute de son épaule. Je pense que ce slime est le talon d'Achille de notre ET. Un extraterrestre se cache et se camoufle avec la même couleur que le mur en disant au bébé d'être prudent. Je savais que ce gars mesurait au moins 2 mètres 80. Il fait 3 mètres de haut. Peut-être que notre extraterrestre n'avait pas la moindre chance. Après tout, la différence de gabarit est énorme, vu qu'il est un mutant Hulk amélioré, et il va donc tester si ce gars est vraiment aussi puissant qu'ils le disent. Des gars dans la salle de commandement, regardant la situation par les caméras, se demandent s'ils peuvent faire quelque chose. L'un d'eux dit déjà que, s'il veut agir, il peut agir, mais sa tête sera écrasée si quelque chose tourne mal. Après tout, il n'a pas dit à quiconque d'aider, mais ce cyborg là-bas a juste dit qu'il était très excité à l'idée de pouvoir gagner la part du butin. Pendant ce temps, Halo clique beaucoup, disant que c'est presque prêt, et le gars commence à devenir extrêmement nerveux, car ça prend trop de temps. Et elle dit qu'elle est démodée, donc elle doit télécharger quelques mises à jour de l'intelligence artificielle pour le vaisseau de combat Megacop, et aussi le noyau d'ingénierie spatiale et de computation quantique. Ce ne sont pas des choses faciles à manipuler. Le gars commence alors à sortir, disant qu'ils sont pressés d'aider le chef. Alors qu'elle pense qu'Arnold a très bien agi, ce monstre s'est caché dans un nu de fumée, mais il ne peut pas la tromper car elle a une espèce de vision à distance. Elle observe les données et pense qu'il a vidé tout le laboratoire et a mis ses mains glaciales sur les flacons d'échantillons génétiques. Ce monstre est extrêmement audacieux et intelligent. Il a pris tous les échantillons. Cela signifie qu'il possède certaines compétences, peut-être qu'il peut même évoluer et absorber le Genesis. Si c'est le cas, il doit lui ressembler. Mon Dieu, peut-être que cette fille est extrêmement puissante. Elle réalise alors que les choses deviennent très claires. Son patron ne sera pas capable de vaincre ce type. Ce monstre n'est rien d'autre qu'une créature renforcée pour exécuter les désirs des autres. C'est un misérable qui ne sait même pas pourquoi il a été créé. Elle commençait à se lasser de ce type et pourrait bien se débarrasser de lui après un certain temps, mais c'est une bonne nouvelle pour elle. Elle n'aura plus besoin de s'inquiéter de lui et ses pirates ne lui sont plus d'aucune utilité. Alors, peut-être qu'elle réduira le nombre de Genesis que ce monstre peut absorber. Le gars commence alors à lui demander si elle a fini et elle reste silencieuse, marchant encore avec ses chaussures. Après tout, elle a beaucoup de noms. Elle enlève ses lunettes et une épée apparaît de son corps. Elle retire sa blouse de laboratoire et sous celle-ci se trouve une tenue de combat. Après tout, sa famille l'appelle l'ombre et tout le monde l'admire. C'est un leader de la famille. Kira et Jin l'appellent Code Blanc et son père l'appelait aussi ainsi, 1 et 1. Elle est l'être le plus technologique de toute la famille Eugenio, la seule héritière de la lignée oubliée. La fille là est coriace. Et voilà notre prédateur contre un extraterrestre. Un gars attaque notre extraterrestre de toutes ses forces et donne un coup de poing juste à côté du visage de notre alien. Ça a été de justesse. Un extraterrestre ne se laisse pas faire et griffonne la jambe du prédateur, mais ça ne le raye même pas. Alors il recule en sachant que ça ne fonctionnerait pas. Pendant ce temps, un grand lion se précipite. Sa queue touche une sorte de grenade à plasma et commence à subir un choc énorme. Et maintenant, c'est la première fois qu'il ressent de la douleur sur son organe surpuissant, sur sa peau. Il a jeté une grenade à impulsion plasma sans même la connaître. Mon Dieu. Après tout, il pensait que cela pourrait être un type d'androïde de combat et il avait tort. Ses armes ne fonctionnent même pas contre lui. Notre grand lion cyborg déclare déjà qu'il n'est pas une arme créée par l'Union stellaire. Ce gars n'a pas beaucoup d'intelligence, non? Notre grand extraterrestre pense qu'il n'a pas compris. Il ouvre alors ses poils avec sa griffe et montre un bouton. Le bouton pour activer le mode Berserker. Mais notre extraterrestre est déjà dans ce mode. Il a installé une bombe dans le réacteur nucléaire et le détonateur est synchronisé avec son cœur. S'il meurt, tout le vaisseau et tout le monde va mourir. C'est une bombe. Il commence alors à sentir la réaction dans le corps du docteur. Apparemment, il ment. Va-t-il vraiment faire exploser une bombe? Apparemment, ce grand lion tient à sa vie et possède une intelligence élevée, en plus d'être très arrogant. N'y a-t-il rien en lui qui pourrait diminuer sa volonté de vivre? Il appuie alors sur le bouton et toutes ses cellules commencent à muter, se remplissant de PADA, les cellules de l'Hulk rouge. Il commence à devenir extrêmement furieux. Sa peau commence alors à se transformer, prenant des caractéristiques osseuses, et son corps, déjà immense, grandit encore.
produisant des bruits de craquement d'os. Il commence à grogner très fort et son corps devient de plus en plus puissant. Maintenant, même son visage a cette peau dure et osseuse. Il rugit encore plus, maintenant avec un aspect qui rappelle un gorille mélangé avec un grand lion osseux. Ça alors, ce gars est incroyablement fort. Apparemment, il a également transplanté quelques gènes, car il marche sur le sol et cause une destruction totale juste avec son pas. À juger par son apparence, il a le gène de l'errant des montagnes et ceux des dragons de pierre à la peau dure. Pendant qu'il pense, le monstre est déjà très proche de lui et tente de l'attaquer avec sa queue. Mais rien ne se passe. Il sent alors que la bombe est là-dedans, c'est sûr. Alors que le prédateur lui donne un coup puissant sur la tête, il attrape la queue de notre squelette, mais le squelette parvient à se dérober. Le prédateur appelle notre extraterrestre un insecte maudit et se jette sur notre alien, alors qu'il pense que si sa tête n'était pas dure comme la pierre, il aurait été renversé. Maintenant, il comprend que ce type a vraiment armé la bombe. Apparemment, il jouera sale du début à la fin. Le gars commence à rire, disant que ses attaques ne sont plus utiles, et le squelette pense qu'il doit viser le cœur à partir de maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où frapper, cette peau est assez dure, et ses jambes et ses bras sont totalement résistants. Rien ne devrait pouvoir percer ça, sauf l'arme à plasma que notre extraterrestre garde cachée. S'il peut frapper un point vulnérable de son corps, il gagnera, mais il semble qu'il sait exactement ce qu'il pense, et qu'il se concentre sur la queue, pensant que c'est le seul point dangereux de notre extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Un grand prédateur lion saute et frappe en direction de notre extraterrestre, qui se déplace alors avec une rapidité incroyable. Ce type a des coups extrêmement puissants, donc cela signifie qu'un a beaucoup de force et de résistance, tandis que l'autre a beaucoup de vitesse. Un désavantage énorme pour notre extraterrestre, mais le combat continue. Notre extraterrestre court, et ce lion est juste derrière lui très rapidement. Les deux, notre trésor, savent qu'il peut libérer du venin avec ses dents et ses griffes. S'il parvient d'une manière ou d'une autre à briser la carapace du lion, alors il pourra attaquer. C'est ce qu'il doit faire. Il prend un contrôleur et pensant qu'il doit d'abord briser la protection de ce type. Après tout, il a beaucoup confiance en lui. Ce contrôleur est une sorte de lame sonique. Il sait que les mutants Hulk ont une faiblesse et doit juste attendre que cette faiblesse soit complètement exposée. Après tout, cet alien était un joueur qui connaît toutes les races. Ce n'est pas un alien ordinaire. Il court alors dans l'entrepôt, celui même où il s'est réveillé pour la première fois, tandis que le Hulk le poursuit, détruisant tout sur son passage. Là-bas, ça sera l'endroit où il pourra prendre un peu plus de temps. Une fois à l'intérieur, les cafards entendent plusieurs fracas, tandis qu'ils traitent le Hulk de bestiole maudite et continuent de courir après notre alien. Là, en détruisant tout, l'alien est déjà caché, grignotant quelques miettes de cafards, pensant que s'il se heurte à cette chose, il finira mal. Les mutants Hulk sont forts et rapides, mais ils manquent beaucoup d'énergie, car ils dépensent trop. Pour cette raison, il doit prendre une petite pause entre les coups. S'il continue à dépenser de l'énergie, son corps le forcera à arrêter d'attaquer, qu'il le veuille ou non. Donc, ce combat sera une bataille d'usure. L'extraterrestre est plutôt nerveux, le prédateur l'insulte beaucoup, lui disant de sortir s'il est un homme, mais il n'est pas un homme, n'est-ce pas? Non, c'est un extraterrestre, et il reste caché, pensant que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Après tout, il oublie qu'il a 2 cœurs. Et est-ce que l'un d'eux est connecté au détonateur? Il a un cœur principal à gauche et un autre à droite. Probablement le détonateur sera du côté gauche, au cœur principal. Mince alors, le gars a 2 cœurs. 2, mais il est très intelligent. Il n'est pas sûr d'avoir mis le détonateur dans le cœur principal. Tout à coup, un extraterrestre Hulk est là tout près de notre protagoniste, qui n'est pas idiot du tout, commence à courir. Et le Hulk commence à courir derrière lui, appelant notre extraterrestre. Pendant que le Hulk est très en colère, grognant énormément, l'extraterrestre est de nouveau caché. Apparemment, ses faiblesses se sont considérablement réduites grâce aux améliorations qu'il a reçues. Normalement, il serait complètement épuisé, c'est sûr, mais il ne cesse de bouger. Cependant, sa vitesse a ralenti un peu. Peut-être qu'il n'a pas réussi à se débarrasser complètement de sa période de faiblesse. Notre extraterrestre fait un bond énorme vers le Hulk là-bas. Il s'en rend compte immédiatement, prend un morceau de fer par terre et le lance sur lui, en disant qu'il veut qu'il meure dans les airs. Notre extraterrestre brise et déchire tout ce métal tordu dans les airs, redirigeant sa trajectoire, sachant qu'il ne peut pas frapper de front. Le Hulk devient extrêmement en colère et commence à rugir fortement. Il donne alors un coup de poing qui passe très près de la tête de notre extraterrestre. Percevant que c'est sa chance, l'ouverture dont il avait besoin, il active le sabre hypersocre et le fait passer juste à côté de la main du Hulk, laissant une éraflure.
Après cela, il utilise ses dents, essayant d'injecter du poison dans le Hulk. Le gars jette alors notre extraterrestre au loin, en disant comment il ose mordre. Il est maintenant la goutte d'eau qui fait déborder le vase et se rue sur l'extraterrestre. Mais avant qu'il puisse terminer son coup, il sent déjà son corps devenir étrange et trouve tout cela impossible. Ses jambes se mettent à trembler et il tombe au sol, pensant que ça ne pouvait pas être un effet de paralysie si efficace. Même les humains sont plus résistants que ce grand monstre ici. Maintenant, le poison doit se répandre partout. Il crie alors et tremble, demandant de l'aide, tandis que notre extraterrestre commence à déchirer cette chair et commence l'attaque à cette carapace osseuse que le monstre avait, cherchant le détonateur qui était fixé au cœur droit. Après tout, le compte à rebours commence quand il est frappé avec force et le deuxième cœur limite les effets de la manipulation génétique. Il essaie d'emmener le Hulk avec lui, sachant qu'il allait mourir de toute façon s'il était endommagé. Notre extraterrestre va essayer de démonter ce détonateur et profiter de l'échantillon génétique du mutant. Le Hulk est là, pensant qu'il fait partie de l'équipe Swatch, cette même équipe anti-bombe. Tout à coup, l'imbécile apparaît et notre extraterrestre lui dit de rester caché. Le bébé a déjà averti qu'ils avaient des problèmes. Quel genre de problème est-ce? Soudain, son instinct futur réalise que le bébé et lui vont s'en sortir mal s'ils restent ici. Il décide alors de s'enfuir très vite avec son bébé. Et voilà, la flamme qui allait renvoyer les deux à la maison. Il a vraiment réussi à s'échapper, et cette femme lui demande où il a eu ça. C'est la femme de Jen. Il comptait la garder pour la fin, mais elle était déjà partie à sa recherche. Elle a une lame brillante sortant de sa main, et ses gènes sont complètement mélangés avec les gènes de Galega Branco et d'autres organismes de haut niveau. Cette femme est vraiment coriace. De plus, il y a des dizaines de caractéristiques visibles, et il ne le battra jamais dans son état actuel. Il doit évoluer, n'est-ce pas? Tout son corps lui fait comprendre qu'elle est une dure à cuire. S'il l'affronte, ça va mal tourner. Alors il doit reculer et se réorganiser. Un monstre l'appelle alors par son nom, pensant qu'elle l'a sauvé, mais elle se contente de dire qu'il a bien fait et active son épée en plein cœur. Après tout, elle ne va pas le laisser s'échapper pendant que l'étésant regarde tout cela, se demandant ce qu'il peut faire. En effet, elle a poignardé son cœur, et la bombe doit avoir déclenché l'explosion. Il ne peut pas tenter de l'attaquer maintenant, en pensant qu'il doit observer son comportement et absorber toutes les informations possibles. Ses yeux sont-elles des yeux d'observateur d'un autre espace, ou est-ce un démolisseur? Elle le regarde alors et lui dit qu'elle a une proposition. Comme il lui ressemble beaucoup, elle va lui laisser la vie sauve s'il devient son subordonné. En d'autres termes, elle veut qu'il devienne son petit animal de compagnie. Psychopathe, cette femme. Imaginez, notre étésant en colère devenir le petit animal de compagnie de quelqu'un. Après tout comme elle, il est une créature dépendante de la Genèse, et elle pourrait être la maîtresse parfaite pour lui. Ainsi, ensemble, ils seront imbattables. Cela signifie que Madame et le djinn demandent qu'il devienne son esclave. Il utilise alors ses capteurs et pense qu'elle ne ment pas. A-t-elle une raison de faire cela? Cette lame-là est la griffe de Galeron. Même sa coquille ne pourrait pas le protéger de cette arme. Et elle a aussi plein d'autres armes qui pourraient le tuer. Il s'appuie alors sur le sol, pensant que le choix le plus sage est de lui obéir. Elle commence à sourire tandis qu'il a la tête baissée et commence à dire qu'il a fait le bon choix. Pendant que là-bas, Bubble, le slime, dit à notre étésant de ne pas avoir peur, car il est là. Madame et le djinn ne comprennent pas pourquoi il choisit la morphe, même si tout le monde pense que ce personnage est nul. La raison est très simple, la liberté de choix. Il choisit ce qu'il fait et peut grandir et devenir plus fort indéfiniment, et c'est pour cela qu'il aime la morphe. Et pour cette raison, il n'y a qu'un seul choix pour lui. Puis il a murmuré quelques mots à l'améba pendant qu'elle s'approchait de lui pour le caresser. Soudain, elle ressent une prémonition et il lui jette du poison de quelques racines qui étaient là et saute loin. Alors, c'est son choix. Il veut encore jouer un peu. Elle se jette alors sur lui, utilisant cette arme et lançant plusieurs coups contre lui, et il ne fait que courir, laissant notre lionceau là. Je pense que ce gars est encore complètement mort, infiniment plus fort que lui. C'est le pire de tous depuis qu'il est devenu un amorphe, mais il a déjà combattu plusieurs ennemis hors du commun et a toujours été le vainqueur. Il va lui donner une belle leçon. Après tout, se battre n'est pas une question de force. Il y a plusieurs stratégies qu'il peut utiliser. Pendant ce temps, un gros lion que je savais déjà vivant commence à insulter tout le monde et se lève pour marcher. Après tout, cette femme a osé le trahir et il va s'occuper d'elle. Avant cela, il la fera supplier pour sa propre vie. Le dispositif a maintenant été détruit, donc il doit atteindre la salle des machines dans 10 minutes. Sinon, il va mourir ici. Cela ne peut pas arriver, donc il rampe. Ce gars est impressionnant. Après tout, il est différent de tout.
Il est El Shendrava. Pendant ce temps, il s'enfuit de cette femme et notre slime lui demande si ses jambes lui font mal. Il répond qu'il a mal partout. Les yeux de cette femme ont une vision à rayon X et une attaque surprise ne laisse aucune chance. Même s'il se cache, elle parvient à le trouver facilement. Alors, en plus de ses yeux, elle possède d'autres compétences sensorielles. C'est une prédateur naturelle. Il commence à manquer de temps. Après tout, il y a une bombe dans le réacteur et elle doit déjà l'avoir remarqué. Il est inquiet pour la bombe. Après tout, elle va probablement essayer de s'échapper avec la capsule de fuite. Peut-être qu'elle tentera de bloquer l'entrée du hangar puis de l'entourer. C'est sans doute sa stratégie. Et la voilà devant lui. Son instinct avait raison. Elle va alors utiliser toute sa puissance écrasante, les tactiques de chasse habituelles. Elle utilise la même stratégie qu'il avait utilisée contre les pirates. C'est comme s'il était dans un combat PVP. Il continue alors à courir, se concentrant sur l'élimination d'un autre ennemi au lieu de se soucier de la bombe, et, après avoir obtenu plus d'informations, décide de se battre contre elle. Son attaque et sa défense sont bien inférieures aux siennes. Comment peut-il réussir à la tuer? Alors, il a une idée, cette chose dans le laboratoire. Il pourrait être capable de renverser la situation avec ça. S'il absorbe cela, il peut utiliser les compétences d'un corps juvénile. Après tout, elle a une compétence appelée danse des épées, capacité Galgon, qui a aussi des pouvoirs physiques. Dans l'état où se trouve son corps, il a zéro tolérance pour le pouvoir physique, mais quand il réussira à obtenir sa forme juvénile, ça va cogner. La griffe a simplement été transplantée sur Ryojin, donc sa coquille devrait être capable de résister. Une attaque à distance serait également très utile, mais il lui faut beaucoup d'énergie. Il commence à manquer de temps et n'a pas le temps de s'inquiéter pour l'énergie. Tout à coup, il s'arrête et attend, tandis que le Slim demande où ils en sont. Il dit simplement qu'il a besoin de prendre quelque chose et commence à chercher. C'était là quelque part. Trouvé. Il se rappelle que, dans le jeu, plusieurs notifications de buff apparaissaient. Quand il en recevait un, comment cela se passe-t-il maintenant dans sa vraie vie? Il décide alors de découvrir un slime. Ensuite, il lui dit de s'arrêter et il ne comprend pas pourquoi ce slime agit ainsi, mais elle ne dit rien. Il continue à ouvrir ce machin et tout à coup, il l'engloutit d'un coup, insistant, extrêmement irrité et commence à rugir. Beaucoup. Tout son corps commence à craquer et ses veines font saillie. Il casse le flacon, ressentant une douleur immense et criant très fort, il se dit qu'il ne peut pas s'évanouir là, pas une seconde, dégageant une aura terrifiante. Maintenant, il a une carapace encore plus épaisse et sa queue s'est aussi transformée. Il a acquis davantage de compétences. Le slime commence à sauter de joie. Le bébé est devenu encore plus grand. Ça a marché. Maintenant, il est musclé. Métamorphose agressive, spéciale, spatiale, non identifiée, statut juvénile temporaire. La première évolution a réussi. Maintenant, il a des caractéristiques physiques, des ailes, une carapace de chitine, un pouvoir régénératif, fusion, poison paralysant, fusion d'ailes, squelette monstrueux temporaire, force renforcée dans les jambes, imitation de tentacules, lame, un organe contaminant avec du sang acide et un organe lançant des épines osseuses temporaires. Il a aussi un type de renforcement physique et quelques autres changements de caractéristiques. Son squelette a été complètement renforcé et amélioré, c'est le squelette monstrueux. Maintenant, il a de magnifiques cornes et il doit pouvoir les utiliser pour percer ses ennemis. De plus, il a un organe lançant des épines dans les mains, si on peut appeler ça des mains. Il possède une force comparable à celle des pistolets à plasma. Il peut même y ajouter du poison. Et sa carapace est si dure et protégée qu'elle fonctionne comme un bouclier contre les attaques physiques. Grâce à cela, il devrait maintenant être capable de se protéger contre cette griffe de Galégon. Il doit aussi vérifier la durée, car cet effet de silène ne durait pas 5 minutes dans le jeu, et il pense que cela doit être la même chose dans la réalité. Puis il remarque qu'elle est dans le champ du capteur et décide d'accélérer. Il doit siphonner le maximum de sa force avant de se battre. Il choisit alors d'activer la connexion. 5 minutes, c'est beaucoup de temps. Il doit régler cela le plus vite possible. Et la voilà, cherchant après lui. Elle s'arrête alors et observe ses glandes crachant une sorte de poison. Elle commence à sourire et commence à les couper avec son pouvoir, provoquant une énorme explosion. Apparemment, ça n'a pas fonctionné et elle a déjà trouvé où il est et se dirige vers lui. Il saisit alors le slime, lui disant de bien s'accrocher, qu'il va courir très vite et commence. Il est beaucoup plus rapide. Elle a détruit tout son mucus d'un coup d'épée. Il décide alors de l'attirer vers l'endroit où se trouve le réacteur. Après tout, elle ne pourra pas se battre à pleine force là-bas. Elle va devoir faire très attention
Même en donnant un coup de pied, le choc va provoquer une explosion et tuer tout le monde. Même si elle a beaucoup de génie, il sera impossible pour elle de survivre à une explosion nucléaire, c'est certain. Il continue de courir et il ne reste qu'un dernier secteur. Et bam, la voilà, essayant de bloquer son chemin. Il sort alors son épée en galagon et exécute un mouvement pour éloigner le slime. Elle commence alors à activer son pouvoir, lançant plusieurs éclairs de feu avec son épée en sa direction. Certains de ces éclairs touchent déjà sa peau dure et il ressent l'impact. Il a remarqué la direction des attaques de cette griffe. Auparavant, il n'aurait probablement pas pu voir à cause de son organe surpuissant. Elle réalise alors que quelque chose a changé et il avance vers elle, mais elle sourit déjà et change l'orientation de son attaque, le frappant au torse. Il ressent encore ce coup. Elle pense, il est beaucoup plus rapide qu'avant, et tente un coup de pied qui ne l'atteint pas. Il parvient à éviter le coup. Il attaque alors avec sa main et elle esquive, affirmant que ce ne sera pas suffisant. Il la saisit alors avec sa queue et commence à l'étrangler, s'apprêtant à l'attaquer avec son bras. Elle défend alors en utilisant une autre lance avec son autre bras, pensant que ce monstre est plutôt fort. Elle commence même à s'inquiéter pour sa sécurité, mais elle commence maintenant à libérer plus de puissance et parvient à se défaire de la queue du monstre. Maintenant, elle a les cheveux roux. Une nouvelle formule est impossible. Elle coupe alors la queue de notre monstre, pensant que l'une de ses caractéristiques a été endommagée. Elle dit simplement qu'il essaie de prendre de la distance. Après tout, il sait à propos de la brume rouge. Il est très intelligent et intéressant en pensant qu'elle n'est pas une adversaire facile. Cette brume rouge est une brume de prédateurs qui vit sur des planètes de type forêt. Et ils émettent une hormone menaçante qui cause des hallucinations chez leur proie. Si elle a aussi quelques capacités ancestrales de la brume, il n'aura aucune chance de la vaincre. Sous l'effet des hallucinations, il ne doit pas paniquer. Il doit garder son calme et attendre une occasion. Elle commence alors à rire beaucoup, disant que cela sera bien mieux comme ça. Alors qu'il avance à nouveau, elle défend le coup et trouve une ouverture dans son torse, mais avant qu'elle puisse finaliser son mouvement, il déplace son bras légèrement vers la gauche et frappe sa tête. Maintenant, il l'a rendue un peu plus furieuse et elle commence à exhaler davantage de brume tout près de lui. Il se déplace alors un peu plus loin, essayant de prendre de la distance, lançant plus d'explosifs en sa direction qu'elle parvient à bloquer. Maintenant, il a compris ce qui se passe avec elle. Elle utilise quelques capacités pour faire face à ses joueurs, mais contrairement à eux, elle a une faiblesse critique. Sa faiblesse est qu'elle ne peut pas utiliser deux compétences en même temps. En même temps, chaque fois qu'elle en utilise une, elle désactive une autre et elle commence à dire qu'il l'irrite profondément. Maintenant, elle va l'envoyer au pays des pieds joints et commence à grincer des dents en disant qu'elle va le tuer, tandis qu'il ne pense qu'à combien de temps il prendra pour changer de pouvoir. À un moment donné, elle montrera une ouverture et ce sera à ce moment-là que sa défense deviendra vulnérable. Il n'a pas besoin de changer sa stratégie et il commence alors à avancer vers elle à nouveau, tentant de l'encercler. Notre slime commence à envisager un monde qui lui a ouvert les yeux. Ce monde était complètement gelé et lourd, et certains êtres intelligents l'appelaient le fond de la mer. Cet endroit était sa maison, un environnement de basse température et de haute pression, mais elle ne pensait pas que c'était un mauvais endroit. Il y avait d'autres qui la protégeaient, comme une société, mais ils étaient faibles. Ils devaient toujours avoir peur pour vivre. Dans de nombreux cas, elle avait réalisé qu'il existait des espèces avec des pouvoirs spéciaux. Elle a donc utilisé ses capacités pour protéger sa propre espèce des prédateurs. Après un certain temps, elle devint la chef suprême de tout le groupe. Mais malheureusement, sa vie ne dura pas longtemps, car elle devait partager la nourriture et dormir avec tout le groupe. C'était le bonheur de sa vie, mais dans les moments suivants, son bonheur prit fin lorsqu'elle entendit les autres crier et que des machines les prenaient du fond. Désespérée, elle désirait accomplir tous ses devoirs en tant que leader et commença à dégager du pouvoir. Elle voulait protéger tout le monde avec ses compétences et commença à fracasser ses tentacules, pensant qu'elle devait sauver tout le monde. Mais malheureusement, cela ne fut pas possible. Un de ses tentacules l'attrapa du fond et, dans les instants suivants, aucun miracle ne se produisit. Elle était épuisée, pauvre chose. Après de longues années, la leader du groupe n'avait pas réussi à remplir son devoir et se trouva dans une prison liquide nauséabonde. Elle assista à de nombreuses expériences et ces misérables tuaient beaucoup de ses amis. Puis, tout à coup, elle se souvint qu'une personne avec un animal poilu devant elle l'avait désignée comme le numéro 26. Il n'y avait plus personne de son espèce dans la prison. Il ne restait qu'elle au fond de l'enfer. Elle pria et pria pour que quelqu'un la voie et la sauve de toute la torture qui se déroulait là tous les jours. Elle était prête à sacrifier sa propre vie pour protéger les autres, tandis que notre protagoniste fuyait cette femme et dégageait de plus en plus de brume dangereuse. On dirait qu'elle commence à se sentir fatiguée à cause de cela, tandis qu'il court, lançant plusieurs spores sur elle. Elle ne défend que les attaques, disant que ses tours sont inutiles, mais il essaie juste de gagner du temps. Il utilise alors à nouveau sa queue contre elle et parvient à trouver une ouverture
créature, mais elle réussit à esquiver de justesse et lui coupe encore la queue. Cependant, cette fois-ci, sa queue laisse derrière elle un sang acide, en plus de tout l'air, la recouvrant complètement de mucus. Elle lui lance alors un coup de poing qui atteint directement la main de notre monstre. Il savait qu'elle avait certaines compétences défensives, mais il n'avait aucune idée qu'elle possédait la peau du gobelin, Wolfran, une peau en super alliage. Elle lui donne alors un coup de poing très fort aux côtes, puis commence à enchaîner les coups à cet endroit. Les impacts sont si puissants qu'ils entrent et sortent à la même vitesse, hurlant qu'elle ne pourra pas avoir un animal de compagnie qui mord son propre maître. Il doit d'abord apprendre une leçon et commence à ressentir ses frappes avec la même force qu'un fusil tirant, et cela ne suffira pas à le vaincre. Ses coups sont si violents qu'il le tire en arrière. Il réussit alors à la saisir en utilisant ses bras et parvient à la soulever, pensant qu'elle est très lourde, tandis qu'elle essaie de se libérer. Il croit qu'elle a une peau de super alliage, aussi robuste qu'une armure super puissante et avancée, mais elle augmente le poids de son corps. Il a encore une chance et la projette violemment contre le mur. Elle commence alors à l'insulter avec tous les noms possibles, extrêmement irritée, et libère à nouveau sa neige. Ce n'est pas bon du tout. Il recule et elle active son pouvoir, envoyant plusieurs éclairs de feu dans sa direction. Plusieurs de ces éclairs l'atteignent alors qu'il pense qu'il ne lui manque plus grand-chose, que c'est sa chance, et il fonce vers elle. Mais sa tête heurte violemment le mur. Alors qu'elle dit qu'il a échoué, elle cesse de sourire et il la regarde. Non seulement il n'a pas échoué, mais depuis le début, elle n'était pas sa cible. Un trou se forme et commence à aspirer les deux hors du vaisseau. Elle commence alors à utiliser sa patte de galeux contre le sol pour essayer de gagner un peu plus de traction et de ne pas être aspiré. Pendant ce temps, lui, immobile, pense qu'il a toujours attendu ce moment, tandis qu'elle déclare qu'elle ne va pas mourir ici. Elle refuse, déterminée de toutes ses forces, activant même encore plus de pouvoir. Elle a maintenant compris ce qu'il fait. Il essaie de la forcer à activer deux compétences en même temps, la poussant à sa limite et au bord de la mort. Il commence alors à lui tirer plusieurs spores, pensant qu'il va la tuer avant qu'elle ne tombe dans l'espace et absorber tous ses génies. Les spores l'atteignent, mais elle ne ressent rien, tandis qu'à l'arrière, la glu lui dit de laisser son bébé tranquille et active plusieurs éclairs autour de sa tête. Les spores sont désormais fichus, et les rayons provoquent une explosion juste au-dessus de sa tête, et elle se met à rire en allant vers le vide. Le bébé file également vers le vide, mais il est attrapé à temps par notre monstre. Celui-ci l'attrape aussi avec sa queue, pensant qu'il n'y a pas moyen qu'il perde face à elle, c'est impossible. Il lui dit alors de bien s'accrocher et de ne pas lâcher, et elle répond qu'elle ne va pas laisser tomber. Apparemment, une énergie physique vient de sortir du tentacule, le numéro 26 probablement. Et avant qu'il puisse conclure sa pensée, une autre idée lui vient à l'esprit. D'abord, sortir de cet endroit. Il continue alors à traîner la petite fumante, car la tâche n'a pas été facile. Apparemment, le système de maintenance du vaisseau fonctionne même avec un trou, mais ça aurait dû être réparé, ou une protection manuelle dans la zone endommagée aurait dû stabiliser la situation. Mais il n'y a presque personne sur ce vaisseau à part les pirates, et ils ne savent probablement pas ce qui se passe. Après tout, ils sont trop occupés à se cacher de lui. Ce vaisseau va exploser à tout moment. Notre slime là-bas demande ce qui s'est passé avec son bras. Apparemment, l'effet de Sionigno est en train de s'estomper, et ça ne lui fait pas mal de revenir à sa forme originale. Il jurerait que ça allait durer plus longtemps, mais il a gagné quelque chose d'encore plus important que ça, son tout dernier repas. Voilà la situation. Dans le jeu, les joueurs de la méga corporation ont chacun un peu plus de 100 Genesis. Tous sont difficiles à obtenir, et le Djinn est un PNJ de haut niveau. Probablement qu'elle a de bonnes quantités de Genesis à absorber. Dès qu'il mangera ses échantillons, il gagnera 3 ou 4 niveaux. Et il ne se soucie pas de ne pas obtenir plus que ça, il obtiendra aussi la griffe de Galégon. Il commence alors à activer sa gloutonnerie, mais avant qu'il ne puisse commencer, bam! Sa prémonition se déclenche, réalisant que dès qu'il commence à dévorer, tout va exploser là. Une bombe ne dispose que d'environ 5 minutes avant d'être activée, et cela ne sera pas suffisant pour la désamorcer. Il décide alors d'abandonner ce vaisseau et doit s'échapper le plus vite possible. Il commence alors à courir aussi vite qu'il le peut à travers les conduits, mais il lui faudra plus de 5 minutes pour traverser le hall et arriver à la capsule de sauvetage, et il n'arrivera jamais à temps. Il décide donc d'utiliser cela pour aller plus vite. Son idée brillante est d'utiliser l'arme à plasma. Il commence alors à charger le plasma et règle sur la puissance maximale. L'arme commence à se charger, 30%, 70%, 100%, et ouvre un trou, une sorte de raccourci pour atteindre l'endroit. Il commence à être aspiré rapidement vers là, et en cours de route, il trouve quelque chose et l'attrape. Déjà dehors du vaisseau, il pense qu'il n'est pas très loin de la route de fuite, et il jette l'arme dans le vide de l'espace, tandis que le grand slime trouve tout cela assez amusant.
Il peut maintenant voir l'un des modules de sauvetage ouverts. Quelqu'un essayait d'entrer là-dedans. Il commence alors à entrer, pensant qu'au moins, il n'a pas besoin de forcer la porte. Après tout, elle est déjà ouverte. Il dit à notre slime de tenir bon pendant que le prédateur, le grand lion, pense qu'il y a 1 minute, il était convaincu qu'il était mort. Mais maintenant, il est complètement dans la panade. Ses sens sont de retour, mais il réalise que l'un de ses cœurs est arraché. Son corps est complètement en désordre, et il a failli faire sauter la bombe en essayant de la désamorcer. Il ne laissera pas fuir un de ces monstres. Il décide alors de reprogrammer la bombe pour qu'elle explose dans 10 minutes. À ce moment-là, il aura déjà fui cet endroit, et ces monstres seront réduits en cendres, tous ensemble. Il remarque ensuite qu'Ali est très silencieux, et que l'un d'eux a peut-être péri. Même si l'un d'eux a survécu, cela reste un risque pour sa vie. Tout à coup, il aperçoit le capitaine du vaisseau, et le capitaine se rend compte que c'est un pirate. Le capitaine Samuel réalise vite que ce monstre est le même que celui dont Manael a parlé. Il s'est caché parce qu'il ne pouvait pas quitter le vaisseau, alors il est apparu en pensant être en sécurité. Mais non, ne vous approchez pas, il sort. Alors son pistolet pointant vers le ventre du monstre en disant que s'il bouge, il tirera. Le pistolet à plasma tremble beaucoup, mais notre tigre lui dit déjà que la sécurité est engagée. Il devrait d'abord désactiver la sécurité avant de tirer. Le gars regarde alors l'arme et se demande où est la sécurité, succombe à la stratégie du lion et est projeté au loin, désarmé, maintenant complètement idiot. Mais il a réussi à effrayer le lion pendant 1 seconde. Il commence à dire qu'un pistolet à plasma n'a pas de sécurité et que s'il avait eu un peu plus de temps, il serait encore en vie. Le commandant implore déjà sa clémence. Après tout, il ferait n'importe quoi pour sauver sa vie. Il pense seulement à renvoyer le commandant du vaisseau et commence à appuyer sur la gâchette. Tout à coup, il explose, ne laissant qu'un bout de bois. Il a gagné, c'est ce qu'il pensait, non? Ce vaisseau vient d'exploser dans les profondeurs de l'univers, tandis que notre monstre est déjà loin avec son slime. Eh bien, le slime, ils vont très bien, il s'est juste évanoui. L'impact n'était pas assez fort pour lui infliger une blessure, donc il va se réveiller bientôt. Notre Eteson continue de regarder ce vaisseau complètement détruit dans l'espace. Malheureusement, l'endroit où il est né n'existe plus et il est temps pour lui de chercher un autre vaisseau de recherche afin d'approfondir encore plus ses connaissances et son évolution. Il prend alors une bouteille de vin, réalisant que quelqu'un a bu là-dedans et se sent extrêmement mal à l'aise. Il décide de visionner les vidéos des caméras internes du module de sauvetage et lance la bouteille là-bas. Ihant s'aperçoit ensuite sur les vidéos des caméras que celui-là est le capitaine et le surge qui était vivant. Il était caché là, tout en buvant. Apparemment, il attendait que les choses se calment et il a dû réaliser que tout était un peu plus tranquille. Alors il est sorti pour voir ce qui se passait. Il espérait que l'un de ses soldats puisse tuer notre Etizao ou qu'un vaisseau à proximité vienne le sauver. Cela signifie que le problème n'était pas le sien et il a déjà supprimé la vidéo, qui a été complètement effacée. Il commence à changer le mode de navigation vers le mode attente, affichant les paramètres de destination par défaut. Où notre monstruosité va-t-elle donc? Ensuite, nous voyons le centre des échanges spatiaux, une colonne spatiale qui vagabonde dans l'espace, un endroit où des joueurs du monde entier se rassemblent pour faire des échanges. Il a également chassé quelques joueurs et a collecté leurs essences génétiques. Après cela, les gens dans la communauté des gamers ont commencé à l'appeler amorphe, nerd et lâche, car c'était une zone sûre, mais c'était tout ce qu'ils devaient faire. Après tout, les amorphes sont faits pour évoluer. De cette manière, il commence alors à rediriger le cours et échappe vers la destination des échanges spatiaux, activant les propulseurs de son vaisseau de fuite. Le vaisseau passe bientôt en pilotage automatique et calcule le temps d'arrivée en seulement 2 à 3 heures et demie. C'est une colonne avec plusieurs espèces, un endroit parfait pour acquérir plus de nutrition. Il commence alors à avancer, pensant que ce petit gars là-bas est une sorte de démon marin. Ils se ressemblent beaucoup dans la manière dont ils sont dans leur habitat. La seule différence est qu'ils ne sont même pas hostiles. Après tout, peut-être que c'est parce qu'ils sont de la même espèce. Ces démons marins ont une caractéristique extrêmement forte, appelée peur du fond marin. Cela fait en sorte que les gens près d'eux se sentent extrêmement perturbés, une sorte d'hallucination, de brouillard rouge, mais qu'il active passivement et avec une portée beaucoup plus grande. C'est presque aussi rare que la griffe de Galégon. Il pense alors à attraper ce petit génie pour lui. Peut-être que c'est sa chance. Après tout, ce monstre va mourir endormi, mais décide alors de ne pas le faire. Même s'il dévore ce cobaye, 26 n'a aucune garantie que cet effet de prédateur sera désactivé, et de plus, c'est l'être le plus proche qu'il ait comme ami, et peut-être sera-t-il utile pour lui. C'est la raison pour laquelle il a aidé le numéro 26 jusqu'à ce que sa vie soit en danger. Il décide alors de garder un œil sur cette femme monstrueuse. Il est temps de dévorer ce cadavre qui lui a donné tant de mal. Ce moment est le plus attendu, le moment de faire entrer ce cadavre. Il tire alors, redémarre son repas et, à la première bouchée, il ressent une explosion de saveur et croit que c'est le meilleur repas qu'il ait jamais préparé de toute sa vie de monstre. À chaque bouchée,
La viande devient un peu plus savoureuse. Il pensait que ce Ryujin serait pareil, mais il se trompait. Il n'y a que lui et le numéro 26 à l'intérieur de ce vaisseau, et personne ne pourra interrompre son incroyable repas. Alors, son système détecte rapidement un effet prédateur, une vision à rayon X, et lui demande s'il souhaite l'appliquer, oui ou non. De plus, il a acquis la peau camouflée. 3 effets consécutifs des propriétés biologiques de Ryujin et la griffe de Galégon. Un peu plus loin sur la planète de la Star Union, on peut voir maintenant un chat robot observant quelques personnes cybernétiquement modifiées. Ceux-là semblent être des soldats saluant le grand commandant Chewbacca. Ce type est le père de tous les cyborgs. Il parvient à s'occuper de la plupart d'entre eux avec une maîtrise et une gloire incroyables. Le chat s'éloigne alors un peu plus. Puis tout à coup, plusieurs bips commencent à résonner dans cette salle. Quelqu'un sort d'une capsule pressurisée, en criant et en étant plutôt fumant. C'est un corps cloné. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient atterrir dans un corps de clone, mais ce corps ne semble pas être le sien. Elle sort alors de cette capsule et demande à son système de montrer toutes les modifications que ce clone possède, mais elle réalise rapidement que plusieurs modifications n'ont pas été mises à jour. Elle a perdu beaucoup de gènes. Malheureusement, elle a perdu tous les gènes qu'elle avait collectés, et son plan était complètement vain. Elle devient de plus en plus furieuse, casse le panneau de la machine et commence à insulter cet extraterrestre en disant qu'elle va lui arracher tous les organes. Quand on revient dans le district portuaire du centre commercial spécial TC, un gars écoute de la musique tranquillement quand quelqu'un l'appelle pour lui dire qu'un vaisseau de fuite de la méga corporation est entré dans la zone Sept. Les gens ont essayé de contacter plusieurs fois, mais personne n'a eu de réponse. S'ils pouvaient faire un petit saut là-bas et voir comment ça se passe, après tout, cette machine est en pilote automatique. Il se rend donc là-bas pour voir. En se demandant à quoi ressemble cette capitale, il arrive à la machine, qui semble extrêmement chère pour lui. Il branche un câble d'alimentation à ce vaisseau et ouvre la porte. Il voit un désordre immense à l'intérieur, dans un endroit complètement sombre. Il allume sa lampe torche et commence à fouiller partout. Il y a des tissus visqueux de partout et une odeur horrible. Tout à coup, une sorte de bave commence à descendre d'en haut et, sans même s'en rendre compte, il tombe dans la trappe. Un peu plus loin, les gens se demandent où est ce gars. Après tout, il était censé se montrer tôt aujourd'hui, mais l'autre le voit déjà là-haut et appelle son nom sans qu'il ne s'en aperçoive. Une odeur assez étrange émanait de ce gars. Le gars se retourne alors avec un regard franchement horrifiant. Ce n'est pas le même qu'avant, mais l'autre lui dit de laisser ce type tranquille. Après tout, il travaillait tard plusieurs jours de suite pour essayer d'acheter une maison. Le menuisier s'en va donc en disant qu'il a prévenu son patron qu'il partirait plus tôt aujourd'hui. Les autres savent déjà que c'est un mensonge, tandis que l'un d'eux dit qu'il a peut-être perdu tout l'argent, qu'il avait gagné ou quelque chose du genre. Après tout, il a l'air assez stressé. Il continue alors à marcher dans les couloirs, analysant tout ce stress familial, et tout à coup, il retrouve sa forme originale avec le numéro 26. Maintenant, il a une nouvelle caractéristique entièrement efficace et peut se déplacer camouflé partout. Vous savez que cette caractéristique, même les plus grands hackers ne la connaissent pas, c'est la fusion. Il a réussi à fusionner la capacité de camouflage avec la peau qu'il a obtenue de Ryujin, et paf! Maintenant, il peut prendre n'importe quelle forme des victimes qu'il a réussi à consommer avant et peut aussi émettre un phéromone qui trouble les sens des autres créatures à proximité, faisant en sorte que les autres le voient comme une éventuelle victime, précisément un loup déguisé en agneau. Mais, là encore, ce n'est pas que des avantages, il y a aussi plein d'inconvénients. Ces phéromones ne fonctionnent pas avec les caméras et les miroirs, donc sa vraie forme peut être révélée s'il est détecté par un miroir ou une caméra. Il suscite aussi des sentiments plutôt étranges chez les personnes autour de lui, ce qui soulève quelques soupçons, mais c'est quelque chose qu'il peut encore utiliser. Il a aussi obtenu la griffe de Galégon, qui était celle qu'il voulait le plus, ainsi que la supervision par rayon X. Ensuite, il va réussir à faire une nouvelle fusion et à surpasser toutes ses précédentes limites. Il a également subi une mutation dans ses tentacules de monstre. Les tentacules de sa tête ont commencé à pousser soudainement et ont commencé à ressembler beaucoup aux tentacules de Galégon, bien connus pour être des dragons de l'espace. Il ne sait pas comment il a obtenu ce génie, mais ça devait probablement venir de Ryujin, hein? C'est sûr. Maintenant, il a 4 caractéristiques de super pouvoir. Une fois qu'il réussira à atteindre sa nouvelle transformation jeune, il pourra devenir un peu plus fort et acquérir un autre type de super pouvoir surpuissant. Alors qu'il commence à tenir de plus en plus fermement notre numéro 26, se plaignant de la force qui l'étrangle, notre protecteur présente ses excuses et continue de réfléchir au temps qu'il a passé là, dans la réalité du jeu. Et maintenant, il est dans la vie réelle, là, au centre commercial T&C, un endroit assez chic de l'extérieur, mais mort à l'intérieur. C'est la véritable raison pour laquelle il a réussi à choisir cet endroit. Le truc, c'est ça?
Il est divisé en plusieurs districts administratifs, avec un quartier commercial au centre, un quartier résidentiel à gauche, le centre administratif en plein cœur et le quartier portuaire à droite. Au fond, se situe le centre de distribution des loisirs et le quartier résidentiel. Le port des loisirs a un niveau de sécurité extrêmement bas et ce centre de divertissement est l'endroit où les citoyens se détendent avec des esclaves payés. Et là, il y a toujours des androïdes de combat prêts à capturer quelques criminels. Il y a aussi le quartier résidentiel, où se trouve un bidonville, et il y a toujours des gens qui disparaissent dans ce coin-là. Alors, c'est là qu'il va se cacher. Après tout, il n'a besoin de se préoccuper que de l'androïde qui traque les criminels, c'est tout. Mais comment compte-t-il y arriver? Il y a beaucoup de gens qui le surveillent. Voilà la situation. Il peut y accéder par les égouts ou par l'autoroute souterraine. Finalement, ils n'ont pas réussi à obtenir assez d'eau pour remplir cet endroit dans l'espace, et peut-être que cet égout est rempli de gens qui bossent pour maintenir les réseaux d'égouts. S'il s'agissait d'un jeu, il passerait par les égouts, mais comme c'est la vraie vie, il doit probablement prendre le métro. Il continue alors à marcher dans les rues de ce bidonville, et soudain, il trouve le passage qu'il cherchait. Il connaît tous les recoins les plus difficiles de cet endroit. Il ouvre la porte et entre dans la voie ferrée souterraine, à la limite du district portuaire. Bientôt, il aura totalement complété son repère. Un peu plus loin, au bureau de surveillance du trafic illégal de la faune dans le quartier portuaire, les gars se battent avec la bête, essayant de la maîtriser. Mais elle est trop forte et ils doivent rapidement aller chercher des tranquillisants, pendant que les gars crient, disant que cet homme est fou de traîner un bébé traceur sur les montagnes. Le cyborg observe toute la situation. La fille demande de l'aide, mais il lui répond que son heure est déjà écoulée et qu'il ne fait pas d'heures supplémentaires. Il leur souhaite bonne chance et s'en va. Il se dirige alors vers le district des loisirs pour s'amuser un peu. Là, il y a plein de publicités disant que c'est l'endroit où vos fantasmes deviennent réalité, une grande salle de divertissement spéciale. En se demandant qui il devrait choisir aujourd'hui, il commence à feuilleter le catalogue et remarque qu'il y a des nouveautés. Celle-là ressemble à une de ses collègues, qu'il n'apprécie pas trop, alors il décide tout de même de la choisir. Une fois qu'il a fini de s'amuser, il commence à laver ses mains cybernétiquement modifiées et bien sales. Son corps entier est sale et il rit beaucoup, disant que cette expérience a été la meilleure qu'il ait jamais vécue et qu'il a peut-être été un peu trop sévère avec elle. Et la voilà, pendant qu'il pense que les propriétaires du magasin vont tout nettoyer comme la dernière fois, et c'est pour cela qu'il réussit à payer tous ses services, il sort alors en disant que c'est maintenant l'heure de boire. Après tout, il est presque temps d'aller dormir. Il achète quelques boissons et commence à rentrer chez lui. Seulement, il réalise que la rue est complètement noire et que quelqu'un a cassé toutes les lampes. Alors, il active une torche collée à ses mains et commence à éclairer tout autour de lui, pensant qu'il faut définitivement sortir de ce bidonville le plus vite possible. Soudain, il ressent une odeur étrange. Ça commence à l'incommoder et il décide d'accélérer le pas. Une personne apparaît alors et il sursaute. Le gars lui demande où il va et il répond qu'il rentre chez lui. Le gars dit alors qu'il fait très sombre ici et demande s'il peut l'accompagner. Il lui dit de le suivre tandis que le gars le remercie. Les deux continuent de marcher. T'es fou, celui-là va finir dans le fossé et je n'ai aucune pitié pour lui. Le gars continue de marcher avec le cyborg à la torche, mais soudain il se sent mal à l'aise après tout. Le gars a demandé s'il était un cyborg et il devient extrêmement irrité. Mais tout à coup, ses sens s'éveillent et il regarde en arrière et voit ce gars tenant une sorte d'être rose et il demande ce que c'est. Il se souvient de son collègue de travail disant qu'il y avait un cinglé dans ce coin qui coupait la tête à tous ceux qu'il croisait dans la rue. Qui va y passer maintenant? Va pourrir, mon fils! Le gars commence à trembler, pensant que s'il ne fait rien, il va devenir une autre victime, et il commence à courir à toute vitesse. Le protagoniste ne fait que l'observer courir et se demande quel peut bien être le motif, mais il sait très bien la raison. La raison est simple, il a peur du bébé. Il continue à réfléchir à la raison pour laquelle ce gars s'enfuit. Après tout, quand il a vu le numéro 26, son rythme cardiaque a augmenté de façon draconienne. Mais l'améba ici est connu pour avoir une apparence plutôt mignonne. C'est un mutant, non? Mais pas si différent des mutants normaux. Il pense alors que ce gars disait qu'il était un cyborg, tout en se remémorant que l'effet du sionium est passé et qu'il a besoin de manger un autre cyborg pour évoluer vers le stade juvénile. Et ce cyborg est exactement la victime dont il avait besoin. Pendant que le gars continue de courir à toute vitesse, il se dit qu'il est déjà loin, rentre chez lui, ferme la porte, ouvre sa boisson et commence à boire. Tout ça n'était qu'un méga avant. Il jette la bouteille à la poubelle, s'assoit sur son canapé et allume la télé. Il commence à dire que ça passe tout le temps les mêmes choses à la télé et qu'il en a ras-le-bol. Son immeuble est le seul à avoir encore la lumière allumée, tandis qu'il râle qu'il doit gagner plus d'argent. Mais il est le même gars qui ne voulait pas faire d'heures supplémentaires. Comment va-t-il gagner plus d'argent? Et là, juste à côté, se trouve lui, notre petit monstre, prêt pour l'abattage.